Alors, nouvelle capsule, et c'était une nouvelle interview avec cette fois Anne Lallemand de Reporter citoyen belge. Alors, c'est une circonstance assez drôle puisque c'est notre troisième interview ensemble avec Anne et on s'est croisés complètement par hasard à Lourdes lors de mon pèlerinage. Elle était là également en pèlerinage, elle en parle très rapidement dans sa vidéo. Et à cette occasion, on a décidé de faire cet entretien. Donc, c'est pas du tout un entretien qui se focalise sur les pèlerinages ou la marche ou ces choses-là, même si on en parle assez rapidement. On insiste beaucoup, évidemment, sur l'actualité et on rentre dans le détail de toutes les thématiques qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à Anne, c'est-à-dire celle des marchands du temple, celle de cette société dans laquelle un génocide a lieu avec finalement l'assentiment de tous les pays occidentaux, sous prétexte qu'il y aurait des difficultés dans les banlieues de nos pays avec le même type de personnes que ceux auxquels fait face Israël, et donc la solution ce serait le génocide. Et de toute façon, il n'y a qu'à regarder les télés où on passe en boucle tout ce qui se passe de monstrueux, de sanguinolent, etc., etc., sans essayer de comprendre qu'en fait, ceux qui causent ces problèmes sont ceux qui proposent une solution pour les régler. Donc ce sont véritablement des pompiers pyromanes. Alors on a vécu ça souvent avec les bons groupes terroristes, avec les bons attentats, avec les bons assassinats, avec la destruction de Nord Stream, avec le refus de respecter les accords de Minsk, avec bref, toute l'histoire en fait, elle est amoncelée d'événements de ce type. En ce moment, il y a un best-seller qui parle, et ce dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, de on a marché sur la Lune. Et évidemment, vous avez des dizaines de vidéos très complètes sur le sujet, dont une des miennes, qui démontre relativement facilement que c'est parfaitement improbable. On a la même chose avec le coronavirus dont on parle dans cette vidéo. On a la même chose avec les résultats d'élections, dont la séquence électorale en Moldavie, qui est finalement très inquiétante pour ce qui pourrait se passer aux États-Unis dans les prochains jours. Parce que si vous êtes quelqu'un plutôt républicain et que vous suivez des comptes républicains, vous avez l'impression que la victoire de Donald Trump va être facile. Mais si vous êtes quelqu'un d'assez ouvert, que vous étudiez les grands médias, les grands discours, vous avez plutôt l'impression que les sondages sont à l'avantage de Kamala Harris et que, sauf surprise, elle devrait gagner. Donc, comme quoi chacun prépare son camp à ne pas accepter les résultats. Alors moi, je pense que de toute façon, il ne se passera pas grand-chose, sauf surprise, avant les élections proprement dites, même si on sent que les Iraniens sont en train de fourbir leurs armes pour une troisième vague de missiles vers Israël, qui serait beaucoup plus violente que les précédentes. Pourquoi une nouvelle vague de missiles? Parce qu'entre les deux, Israël a bombardé pas mal d'installations en Iran, avec plus ou moins de succès, beaucoup si on écoute les Israéliens, peu si on écoute les Iraniens, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on voit bien cette volonté d'escalade. On a le même type de choses évidemment à Gaza, le même type de choses avec le Liban, et finalement un monde très instable et qui l'est de plus en plus, puisque pas les Libanais, les Ukrainiens devraient recevoir des missiles patriotes et plus tard des missiles encore plus puissants, ce qui veut dire qu'ils pourront toucher les villes russes en profondeur, mais également les installations nucléaires civiles et également des installations militaires. Donc on voit que ça, c'est véritablement une ligne rouge des Américains. Ils ont, pas des Américains, des Russes, et d'ailleurs ils ont dans ce sens décidé de changer leur doctrine nucléaire. Alors toutes ces vidéos que je fais, toutes ces lettres Substack, et d'ailleurs j'en ai produit une qui sera diffusée plus ou moins en même temps que cette vidéo et que je vous recommande de lire. Et comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs ne les lisent pas, j'ai demandé à une amie si elle acceptait de les lire elle-même.
Et donc, toujours en décalage avec les lettres écrites, il y aura une version parlée de chaque lettre qui arrivera dans les jours suivant la version écrite. Donc, pour ceux qui ne veulent pas les lire, sachez qu'il y aura des versions parlées des différentes lettres qui seront proposées au fil du temps. Donc, voilà, toutes ces choses prennent du temps. C'est véritablement un travail qu'on pourrait qualifier de travail de journaliste citoyen auquel je consacre toute ma vie depuis 3 ans. Donc un certain nombre d'entre vous ont décidé de me soutenir en prenant des abonnements payants à mon Substack. Alors c'est substack.com, substack.com, et mon nom est Bertrand55. D'autres font des dons sur PayPal, Tipeee, GoFundMe, Litchi. Donc vous avez les liens en description de cette vidéo, mais pour toute question, de toute façon, vous pouvez me contacter à Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, @55bellechasse.com. Bertrand, @55BE2LECHA2SE.com. Donc ça, c'est un numéro d'email sur lequel vous pouvez me contacter facilement. On peut se rencontrer et je suis parfois invité à animer des conférences. Je suis le plus souvent facile à voir à Paris, en particulier les week-ends, quasiment tous les week-ends, à partir du vendredi après-midi jusqu'au samedi soir ou au dimanche, parfois lundi. Donc n'hésitez pas à me contacter. Par ailleurs, lors de ces rendez-vous, je propose du miel et tous ceux qui le découvrent en général l'apprécient beaucoup et deviennent fidèles parce que évidemment c'est un produit qu'on aime découvrir avant de considérer qu'il est formidable. Donc c'est le cas. N'hésitez pas également à me contacter par écrit, c'est très facile de le livrer. Évidemment, comme ce sont des petites quantités, je ne fais pas de site internet, ils ne sont pas proposés sur des sites commerciaux. Voilà, donc je vous remercie, n'hésitez pas à me contacter à bertrand@55bellechasse.com et n'hésitez pas à soutenir ce qui est devenu mon travail à plein temps de journaliste citoyen. Voilà, à bientôt, merci, regardez bien cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, tout ça est extrêmement important, surtout avec les algorithmes particulièrement sévères, également le blocage de compte ou la censure, c'est ce qui m'arrive en ce moment avec mon compte principal sur X. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout allez découvrir les lettres Substack. Il paraît d'ailleurs que depuis quelques semaines, elles sont encore plus passionnantes qu'elles l'ont été depuis le début et on est en train de travailler avec 2 personnes sur un ouvrage qui reprend mes principales vidéos, mes principales lettres et qui, je l'espère, sera proposé dans les prochains mois. Et évidemment, je continue à travailler sur la table rouge, mais avec toutes les activités, c'est pas simple. Donc, bon visionnage, à très bientôt. À chaque fois, chaque vidéo est totalement différente. Je suis pas quelqu'un qui ait des fiches ou des tiroirs avec des questions-réponses type. Au contraire, je suis à la fois dans l'actualité, mais également dans des analyses qui prennent en compte une connaissance fine des événements depuis de très nombreuses années et aussi les traces de l'histoire effacées ou visibles et qui permettent elles aussi de bien comprendre ce qui nous arrive. Voilà, à bientôt. Bonjour Bertrand, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. C'était une très, Bonjour très belle Anne, surprise. alors j'ai la chance d'avoir déjà été reçu chez vous. Eh oui, oui. Et effectivement, c'était inattendu puisque j'avais le sac à dos, il faisait gris et je connaissais mon chemin entre guillemets et d'un coup j'entends Bertrand et je me retourne et voilà, tu étais là. C'est la première fois qu'on se voyait dans le monde réel avec un immense sourire.
Voilà, je recommande à tout le monde d'avoir la chance de croiser ton sourire. Et tu étais alors je savais que tu avais l'intention de venir à Lourdes, mais comme quand tu l'avais évoqué, c'était juste pour un week-end, je me disais que ça allait vraisemblablement tomber à l'eau parce que traverser toute la France pour aller à Lourdes pour un week-end, il faut vraiment être passionné. Et tu l'as fait. Et vous l'avez fait à deux d'ailleurs, puisque tu étais avec une copine et vous êtes relayé au volant à l'aller et au retour Exactement. pour venir à Lourdes. Et on a pu se croiser lors d'une messe avec des prêtres dominicains, qui était une très belle messe en latin, dans un endroit complètement inattendu, puisque c'était dans le village où est né et où est la bergerie de Bernadette. Bon, après, nos routes se Exactement, sont oui, croisées, Bernadette. puisque c'est resté un magnifique banquet dans un restaurant, et moi, je partais à l'anniversaire de petites filles d'amis complètement de l'autre côté de la ville. Mais non, Lourdes, c'est assez étonnant comme ville parce que il y a dans cette région autour de Lourdes, il y a eu beaucoup de prophéties. Il y a beaucoup de villes avec des lieux considérés comme miraculeux. Et Regarde, j'ai gardé un souvenir, hein, j'ai gardé un souvenir. ouais, alors elle est drôle cette photo parce que moi j'étais dans un couvent. Et on s'était dit en se croisant, ben, essayons de nous voir. Et tu m'avais dit, je sais pas, parce que je suis dans tout un groupe, donc c'est pas forcément simple de se croiser. Et puis vous n'étiez pas dans Lourdes. Et moi, j'avais pas de véhicule, donc c'est sûr que j'ai des jambes là, j'hésite pas à partir faire 5 ou 10 kilomètres, mais de nuit sous la pluie, beaucoup moins. Et il faisait nuit et il pleuvait. Et tu me dis, je suis dans tel café, on peut s'y retrouver. Et j'avais à peine reçu ton message, que je recevais le message de quelqu'un d'autre qui savait que j'étais à Lourdes et qui me dit je viens de venir la marche enfin au champ fait. Et c'était le même café, donc complètement improbable que deux personnes Oui, qui se comme quoi, connaissent exactement. pas, qui choisissent un des centaines de cafés de Lourdes parce que dans le même café. Oui, c'est un week-end un peu particulier. C'était magique et il y a réellement une énergie un peu particulière à Lourdes. Donc tu nous parlais de Bernadette Soubirous, qui a été cette petite jeune fille qui a vu la vision de la Vierge. Euh, et effectivement, on a fait une petite marche où on nous a raconté un peu l'histoire. Je t'avoue que moi, je ne suis pas une grande fervente catholique, mais j'avais envie de faire ce voyage parce que je sais qu'il y a des énergies qui sont énormes, tout simplement par l'intention. Les gens ne se rendent pas compte, mais ces lieux qui sont peut-être pour certains très catholiques et qui pourraient être pris comme si c'était les marchands du temple, etc., ou un peu trop de monde. Et au final, en fait, non, ça draine toute une énergie positive. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Tu vois, les intentions qui sont là, qui sont cette ferveur, cet espoir aussi. Je sais pas comment tu Mais, as mais vu la chose. Mais c'est drôle parce que tu utilises, en disant marchand du temple, un de mes thèmes vraiment importants. Donc, moi, je dois retourner au cours des derniers mois à Lourdes plusieurs fois. Euh, c'est que je considère justement pas que ce sont des marchands du temple. C'est-à-dire que pour que Lourdes puisse être Lourdes, c'est-à-dire que chaque jour, il y ait des milliers de pèlerins, parfois des dizaines de milliers de pèlerins. Et ce week-end, c'était un week-end où il y avait véritablement beaucoup de monde, mais c'était pas un des plus gros week-ends. Eh bien, s'il n'y a pas plein de restaurants, s'il n'y a pas plein d'hôtels, s'il n'y a pas énormément de personnel pour faire fonctionner tous ces hôtels, ça ne marche pas. Non. Donc, ce que l'on ressent à Lourdes, et tous les handicapés qui viennent, tu vois, des gens qui sont en fauteuil roulant, qui ont été amputés, etc., et qui viennent juste pour alléger leur douleur ou pour espérer, entre guillemets,
ou parce que leurs proches espèrent. Tu vois, il y a des gens qui sont très malades, etc., et qui ont la foi, donc ils se disent, bah, de toute façon, ça peut pas me faire de mal, donc je serai peut-être quelqu'un qui va avoir de la chance. Et donc, pour que tout ça fonctionne, il faut énormément de lieux de vie, il faut énormément de personnes qui sont là au service. Et tu as remarqué à Lourdes, les prix sont pas du tout Ouais, ouais, plus raisonnable. Ça, c'est vrai élevés, que au contraire. exact. Et c'est même très dur parce qu'il y avait des hôtels ou des endroits comme ça qui voulaient maintenir les prix bas. Et quand l'État a imposé des nouvelles normes hôtelières qui étaient délirantes pour des endroits comme ça, parce que il faut imaginer à Lourdes, c'est absolument impossible d'avoir des camions qui viennent livrer du matériel pour reconstruire ou autre, parce qu'il n'y a que des petites rues, il n'y a pas de Mhm. place, il n'y a pas d'endroit où stationner. Bah, c'est une ville, entre guillemets, irréparable. C'est-à-dire, s'il faut faire des gros travaux dans un hôtel, même un hôtel de 30 ou 40 chambres, c'est impossible. Plus Ou alors, compliqué. il faut que les gens travaillent la nuit, et la nuit, les gens dorment, etc. Et donc, tu as des centaines d'hôtels qui ont fermé parce qu'ils Oui, j'ai n'étaient vu plus ça. aux normes. Et le coût de travaux, quand tu peux pas garer tes camions, quand tu peux pas faire ça pour les entrepreneurs, c'est quasiment impossible. Mhm. Parce que ça veut dire trop de va-et-vient, trop enfin, tu dois garer ça loin de l'endroit où tu es. Le sens de circulation dans la ville est complètement improbable. Donc, et, et voilà. Mais pourtant, c'est une ville où quand tu es dans une messe et que tu Excuse-moi. as 5 Attends, attends, attends. Écoute, j'entends ton chien ronfler. Je suis un peu ouais, perturbée. oui, c'est le cas. Tu l'entends? Je vais les passer. Je suis un peu hypersensible, donc tu vois le genre de truc qui me distrait. Ah ben voilà, comme ça on fait connaissance. Bonjour. Voilà, c'est pour le confort de nos auditeurs qui se disent que tu es soporifique. Je Oui, savais parce pas qu'on va si penser c'était. que tu es soporifique, donc voilà. Bon, tu pourras couper. Oui, mais ne te tracasse pas, c'est très amusant en fait. Et donc, Mais oui, effectivement, oui, tout à donc fait. ça, c'est quelque chose qui est vraiment très étonnant. Et c'est Lourdes, en ça, est une ville en plus qui accueille des gens qui sont plus traditionnalistes. Donc, tu as des messes en latin, tu as des couvents en latin. Le groupe dans lequel tu étais, vous étiez accompagné par des dominicains qui font la messe très traditionnelle. Or, dans l'Église actuelle, et on pourra parler du pape, on pourra parler de tout ça, c'est très mal vu en fait les traditions. C'est très mal vu de revenir au texte d'origine. C'est très mal vu de s'interroger sur bah, ce qui arrive entre Vigano qui a été excommunié et d'autres avant lui. Hein. On avait eu Monseigneur Lefebvre, etc. Donc on voit que si tu veux, à Lourdes, il y a encore aujourd'hui, et je crois que l'évêque de Bayonne y est pour beaucoup, parce que ça dépend un peu de cet évêché, euh, et une ville qui conserve des traditions. Mais le mot marchand du temple, puisque c'était ça un peu la transition, c'est pas forcément les gens qui te prennent de l'argent pour répondre à un besoin. Puisque là, en fait, les gens vont à Lourdes, ils ont un besoin d'hôtel, ils ont un besoin de restaurant, ils ont besoin de récipients, ils ont envie d'avoir des chapelets, ils ont envie d'avoir tout ça, et donc les gens répondent à ce besoin. T'as Mhm. personne qui te sollicite dans la rue, comme tu aurais à Paris, à côté de la Tour Eiffel ou ailleurs, où tu as beaucoup de marchands ambulants. À Lourdes, t'as pas ça. C'est-à-dire que c'est des magasins officiels qui essayent de vendre des choses à des prix Mhm. très raisonnables. Bah, tu vois, les petits flacons pour mettre de l'eau de Lourdes en verre avec un bouchon, bah, ça vaut 30, 40, 50 centimes selon Oui, les magasins et selon les modèles. Bah, c'est hyper raisonnable. C'est-à-dire qu'on imaginerait quand on voit un peu les vendeurs à la sauvette ou ce genre de boutique à Paris, c'est beaucoup plus cher. Les oui. marchands du temps, pour moi, c'est les gens qui nous inondent sans arrêt d'informations
qui ne servent qu'à remplir notre cerveau de choses qui sont complètement inutiles. Et on les connaît tous. C'est ces nouveaux médias, les chaînes d'information Oui. continue. Et maintenant, on a des chaînes d'information dissidentes en continu. Mmh. Et donc, tu as une vingtaine ou une trentaine de personnes qui passent en boucle d'une chaîne à l'autre, qui racontent la même chose d'une chaîne à l'autre, que les gens écoutent d'une chaîne à l'autre. Donc, ils deviennent professionnels du front russe dans des détails techniques. Ils apprennent le nom de villes très techniques. Ensuite, ils deviennent professionnels du budget. Ensuite, ils deviennent de la France. Ensuite, mais ils ne comprennent jamais les tendances d'ensemble. Parce qu'en Avec fait, un petit peu de hauteur, oui. ce système d'information, il est fait pour te flatter, exactement comme les scientifiques de plateau, les experts, flattaient les gens avec le coronavirus et les injections. Mmh. Si tu te faisais vacciner, on réussissait à te convaincre que tu étais dans le camp de la science, dans le camp des bien-être de l'humanité, des bienfaits de l'humanité, et ça fonctionnait. Et aujourd'hui, c'est pareil en fait. Si tu regardes telle ou telle chaîne de 7h30 du matin à 10h30 du matin, puis les rediffusions, puis les émissions spéciales, puis, c'est que tu es un bon résistant. Mais quand tu Ah, rencontres ces gens, oui. à Lourdes ou sur le chemin, tu te rends compte qu'ils ne comprennent toujours rien de ce qui leur Mmh. arrive. Parce qu'en fait, les Alors moi, chaînes. j'ai juste envie de dire qu'en fait, on lâche, comment dire, la domination pour une autre domination, tu vois, c'est Exactement. côté un peu, voilà, ils ont besoin quand même encore d'un leader, alors qu'en fait, on devrait apprendre à pouvoir être soi-même son propre leader et avoir du discernement. Et le problème, c'est qu'en fait, ils lâchent quelque chose pour récupérer la même chose, mais dans l'opposé. Exactement, Oui, sans exactement, aucun discernement. exactement. Et surtout, les, parfois, ça sert à réhabiliter aussi. Enfin, je regardais certaines émissions qui réhabilitent des gens qui ont été des anciens mercenaires ou qui ont été des dépeceurs de l'Afrique ou autres, et puis qui passent dans l'émission et puis qui de temps en temps disent oh, je regrette. Mais en Mhm. fait, le scoop, c'est plutôt de décrire comment ils avaient dépecé, expliqué toutes les méthodes, etc. Mais en fait, c'est comme un mode d'emploi qui est utilisé exactement de la même manière partout, en fait. Mais on ne nous libère pas de quoi que ce soit, donc les gens sont dans l'anxiété permanente. Mhm. C'est des médias qui ont l'air d'avoir une grosse audience, donc les gens se disent bon bah si tout le monde regarde, je vais regarder, c'est que ça doit être bien pour moi, et ils se sentent de plus en plus mal. Et puis à un moment, ils craquent et tu as des dépressions, tu as des suicides, tu as des abandons ou des gens qui se disent bah, après tout, tout ça ne sert à rien, je ne comprends rien à ce qui se passe et donc je débranche mon cerveau et je retourne voir Hanouna ou voir C'est ça. toutes les émissions idiotes à la télé et les films qui, eux, te programment de façon plus insidieuse. Tu sais, c'est tous ces films maintenant, pour avoir des budgets ou pour avoir de la pub, quand tu mets tes films sur les grandes chaînes de télé, il faut qu'ils soient LGBT+. Oui, Il faut que dans les répondre à héros, des il normes. y ait des gens qui soient gays ou Exactement. qu'ils aient pu adopter des couples mixtes, des pubs avec des couples mixtes. En fait, tout est fait pour créer une nouvelle normalité. Mhm. C'est-à-dire la normalité qui était la nôtre, avec une famille, un parent homme, un parent femme, des enfants garçons et filles. Maintenant, c'est quasiment interdit. C'est-à-dire que Mhm. tu as des gens qui te disent même à la télé, c'est horrible de donner un prénom aux enfants avant qu'ils aient pu déterminer eux-mêmes Leur quel sexe. était leur genre. Oui. Enfin, Et, et alors évidemment, tu vas avoir des émissions complètes sur ce sujet, où tu vas avoir trois, quatre personnes expertes qui vont débattre. Un qui pense ça bien, un qui pense ça mal, un qui... Et à la fin, tu n'as rien compris. Mhm. Alors qu'en fait, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un agenda depuis très longtemps, qui est un agenda transhumaniste, et qui veut, quelque part,
détruire complètement l'humanité. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est sans cesse dans des apocalypses qui se répètent selon des cycles immuables, tu sais, un peu comme Matrix, hein, pilule bleue, pilule rouge, les gens qui vivent et qui ont l'impression d'être très heureux alors qu'ils sont la veille de l'apocalypse, c'est ceux qui savent que la bataille arrive dans la phase finale et que ça va jouer à un cheveu et que peut-être une fois de temps en temps, c'est l'humanité qui gagne et pas son éradication pour recommencer plus ou moins à zéro. Et, euh, et donc, quand tu fais ces marches, tu te rends compte de l'impact de ça. C'est-à-dire, les gens que tu croises dans les campagnes, le seul point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils détestent Poutine. Parce qu'en fait, tu n'as pas du tout accès, même pas à un minimum d'informations. Ensuite, quand tu es dans, plus les villes sont grandes, plus ils sont convaincus que finalement Netanyahou, c'est pas mal, hein, parce qu'en fait, ils ont le souvenir vague du Bataclan, ils ont un souvenir vague des tours jumelles, ils ont un souvenir vague de Samuel Paty. Et comme on leur dit en boucle que, bah, en fait, Netanyahou se bat contre ces gens-là parce que c'est des gens qui ont décapité des enfants, qui ont brûlé des enfants, etc. Et que il est en train d'éradiquer ces gens-là, ils se rendent pas compte que peut-être les responsables du 7 octobre, c'est peut-être des gens au sein de l'appareil d'État israélien qui ont trouvé que c'était intéressant de créer ça. Ces gens-là ne savent peut-être pas que le 11 septembre, c'était pas possible depuis des grottes en Afghanistan. Ils ne savent pas que, par exemple, le terroriste, C'est il a confortable aussi de ne disparu. pas savoir. Oui, C'est oui, confortable. mais c'est parce qu'en fait, ils savent uniquement ce que les médias leur imposent. Quand ils écoutent de temps en temps les médias complotistes, ils parlent de ça comme étant un sujet dont ils vont parler en boucle pendant des semaines parce que les gens sont préoccupés par ça. Moi, je me rappelle de journalistes qui me disaient ah non, non, mais ça, c'est des sujets, c'est pas ce que les gens cherchent en ce moment sur Google, c'est pas ce dont ils ont envie d'entendre parler. Et donc, ces gens sont tout le temps dans l'actualité pour faire de l'audimat. Ils sont pas là pour que tu te détaches de l'actualité, pour comprendre le piège de l'actualité, puisque le piège de l'actualité, c'est ce que disait un ancien patron de TF1, c'est récupérer le maximum de temps de cerveau disponible des personnes en leur ingurgitant n'importe quoi du moment que ça les maintient chez toi, et de temps en temps, tu pleures et tu leur prends toutes leurs économies pour des abonnements qui leur serviront à rien. Enfin, il faut voir certains magazines, tu te dis, mais comment les gens ont pu acheter ça 70 balles ou même 35 balles, parce que c'est des magazines qui sont tout le temps soldés à 50 euros, ou des abonnements à ci ou ça, et tu te rends compte que bah, les boîtes en question n'ont qu'une seule préoccupation, c'est faire un maximum de fric pour ressembler aux grandes chaînes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour faire ce que toi tu fais quand tu vas dans tu vois, faire les choses de la façon la plus modeste, etc. C'est qu'ils Ah bah veulent. écoute, cette fois-ci, moi j'ai voulu vraiment en profiter. Donc j'ai pris des photos, on a fait ça très très basique. Je voulais avoir ton retour, toi, par rapport à l'événement et à ta marche. Mais je vais dire ici, j'avais vraiment envie de m'inspirer de le vivre d'une autre manière parce que je trouve que c'est important aussi de sortir, comme tu dis, de tous ces médias. Et moi j'ai envie, à un moment donné, par moment, de vivre. Je le dis clairement, hein, je veux pas non plus baigner tout le temps et alimenter ces peurs récurrentes que les gens Exactement. ont. J'ai envie de montrer du beau. Et en montrant ce qui s'est passé ce week-end et en te faisant venir ici sur le plateau, c'est l'idée aussi d'exprimer que même toi qui donne énormément d'informations sur les réseaux, malgré tout, tu prends la peine d'aller marcher, d'aller voir les gens sur place, de vivre des expériences, vivre autre chose que d'être derrière un écran à alimenter, etc. On essaie de voir quelque chose avec beaucoup plus de hauteur, du recul, avec une autre notion aussi du spirituel qui doit revenir absolument euh, partout. Tu as lu, par exemple, ma dernière lettre sur Substack, Oui. qui est un peu un conte, et alors qui est inspiré de plein d'anecdotes, parce que comme j'ai écrit ça,
j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit: «Ah mais moi je suis frontalier avec la Suisse, j'ai vu pareil, des gens qui mettaient des petits chariots Mmh. avec des légumes, avec, des fruits, avec, en hiver, des châtaignes et cetera et puis qui finalement abandonnaient». Parce que quand les gens n'ont plus de spiritualité, quand on t'explique que la morale, c'est régressif. C'est quoi la morale? Il faut prendre de la drogue, il faut, faire, ceci ou cela et cetera, tu es, d'une autre génération, tu es d'un autre temps. Aujourd'hui, en fait, il faut se servir, il faut gueuler, il faut vouloir, ce qu'on veut, sans Égoïstement. même, réfléchir. Oui. Enfin, tu as Égotiquement plutôt tu que dis à tes égoïste. parents: «J'ai envie de changer de genre». Si ton père te flanque une gifle et tu dis: «Tu vas dans ta chambre, tu te sors ça de la tête et on en reparle quand tu auras 18 ans», et ben, quelques jours après, le père peut être mis en garde à vue et Tout à la fait. mère aussi. On est dans une société permissive. Maintenant, on ne peut plus avoir de frustration. On a élevé nos enfants pour qu'ils aient aucune frustration. Et à l'heure actuelle, quand il y a le moindre souci, eh bien, tu as des enfants qui pètent des plombs. Alors, les familles qui sont en plus recomposées, c'est ça. Tu passes d'un à l'autre en fonction de tes humeurs. Et on a des enfants qui n'ont jamais de frustration. Sauf que la vie, c'est pas ça. La vie, ben, Exactement. c'est d'apprendre à surmonter ces frustrations et à pouvoir rebondir là-dessus. Donc là, on se plante complètement. Et pour revenir à cet exemple, quand tu parles de nourriture ou de nuit d'hôtel ou de toutes ces choses-là, bah, quand tu fais un pèlerinage, tu as 2 systèmes. Tu as des gens qui fixent un prix et qui disent: «Moi, dans mon lieu d'accueil, le prix, c'est, 20 € ou 25 € et si vous prenez le dîner, la demi-pension, c'est, 10 € ou 15 € de plus» et mais c'est fixé et Mhm. donc les gens payent. Alors ils peuvent essayer de resquier, mais en général, les personnes qui fixent un prix réussissent à se faire payer et tu en as de moins en moins qui font ce qu'on appelle donativo, Mhm. c'est-à-dire chacun donne ce qu'il veut C'est moyen, et oui. ça sous-entend selon vos moyens. Mhm. C'est-à-dire si vous êtes, heu, assez pauvre, bah, vous pouvez donner moins, mais il y a l'idée de prix recommandé, c'est-à-dire Oui, que ou, tout le monde sait que la nuitée suspendue, comme le ouais, café suspendu, tu vois que tu peux faire profiter quelqu'un d'autre si toi tu as les moyens bah, de pouvoir mettre un tout petit peu plus parce que ça permettra à quelqu'un d'autre. Donc c'est. exactement et donc tu as, des gens qui sont p moins riches et par exemple, tu as plein d'anecdotes où les personnes ramassent des fruits ou, des noix sur le chemin et puis ils disent: «Bah, moi, j'ai très peu de moyens, mais je vous donne 5 € et je vous donne 2 kilogrammes de noix que j'ai ramassées, dans les derniers kilomètres pour, bah, vous dire merci pour, Mhm. m'accueillir» et ça, c'est le bon esprit et tu as d'autres personnes et j'en ai croisé plein mais quand je dis plein, j'en ai vraiment croisé et qui vont chercher la petite bête, qui vont dire, «Ah, il y avait pas de drap jetable». Alors faut dire qu'un drap jetable sur, les lits de pèlerins, ça vaut quelques euros, le drap. Tu vois? Ça vaut 1 €, 1,50 €, 2 €. À ça, tu rajoutes, l'oreiller jetable. Alors donc tu en as certains ils savent qu'ils peuvent les laver 2 ou 3 fois à basse température. En principe, tu fais pas ça, mais après tout, c'est propre, tu vois? Et ils font pour pouvoir le faire sans, se ruiner. Et donc tu as des gens qui disent: «Ah bah, il y avait ça et j'ai eu du mal à trouver la couverture et ben, je donne rien». Alors qu'en fait, ils ont bien dormi, ils ont bien profité de ça Mhm. Mhm. et ils ne donnent rien. Parce qu'en fait, ils se disent: «Ah bah, ça va leur donner une leçon, ils vont s'améliorer». Mais en fait, la seule leçon que ça donne et tu discutes avec des personnes qui font ça, c'est qu'ils ne veulent même plus le faire. Parce qu'il y a très peu de personnes qui sont généreuses, Mhm. parce que les gens sont tellement sollicités. Dès que tu es un peu généreux, tout le monde te prend pour un pigeon. Et surtout, tu observes les gens autour de toi, souvent qui ont pas mal de moyens ou qui ont et qui pillent en fait. Mais quand tu vois ça, tu te dis, heu
c'est clair, tu vois, pour une chambre qui est chauffée, et tu as la douche chaude, et tu as les draps, et tu as la propreté, etc. Tout le monde peut considérer que c'est quasiment du vol. C'est pas parce que la personne fait donativo qu'il faut en profiter. Tu vois, Mhm. c'est comme la soupe populaire. Si tu as beaucoup de moyens, c'est un peu injuste d'aller prendre la soupe populaire d'autres personnes qui n'ont pas de moyens. Il n'empêche qu'il y a des gens qui le font, parce que tout ce qu'ils peuvent avoir gratuitement, ils le prennent. Et vraiment, ça existe. Mais il se passe exactement la même chose. Pour toi, par exemple, tu es reportrice citoyenne, tu n'as pas un mécène qui te paye, tu n'as pas un mécène qui te paye ton plein pour aller Non. à Lourdes, t'as pas. Et donc, eh ben, dès que tu as tel ou tel frais, bah, tu vas devoir aller faire une mission en intérim, tu vas devoir. Donc, tu as plein de travail, mais plus tu donnes comme reporter, et donc tu donnes de la nourriture, de l'esprit. Ça devient Or, la du... guerre essentielle qui se passe aujourd'hui, c'est une guerre de l'esprit. Le Exactement. problème, il n'est pas forcément de manger. Le problème, il n'est pas forcément de dormir. Et je sais que c'est un vrai problème. Parce que moi, en réponse à ma lettre, j'ai vraiment des gens qui m'ont écrit en me disant je comprends ce que vous dites et je vais essayer de vous aider. Et je leur dis non, non, surtout pas, ne le faites pas. Parce que tout ce que je fais, je le laisse gratuit pour que des gens comme vous puissent y accéder Mhm. sans aucune justification, de façon très simple. Mais je fais confiance à d'autres personnes qui ont des moyens pour être responsables, au moins pour eux, de prendre une formule et qui rémunère entre guillemets ce travail, ou ne pas venir parce qu'ils considèrent que ça n'a pas de valeur. Parce que si tu as des moyens, que tu consommes tout le temps quelque chose, mais que tu refuses de donner quoi que ce soit en retour, c'est que tu considères que ça n'a pas de valeur. Donc pourquoi tu viens? Tu vois? Oui, et Et, alors l'idée, attends, et écoute, donc, quand et toi donc, tu pars, et les gens me disaient, mais en fait, ce que vous dites depuis des années, si pendant une journée, vous ne publiez pas sur X, ou pendant une semaine, vous ne faites pas de vidéo YouTube, ça me manque pas comme une drogue pour meubler mon temps, parce que moi, je fais pas d'émissions quotidiennes, je fais pas de lettres quotidiennes, tu vois. C'est en fonction de mon inspiration. Il y a juste sur X, j'essaie de réagir en temps réel. Et il mhm, me dit, mais vous m'avez tellement libéré, vous m'avez tellement aidé à comprendre les choses. Et comme souvent, bah, ça revient, les mêmes sujets reviennent, puisqu'en fait, quand tu parles essentiellement du bien et du mal, du transhumanisme ou des choses, bah, tout devient lisible, c'est-à-dire l'éducation nationale, la santé, euh, les, euh, les flux de migrants, l'attaque des religions. En fait, tout devient très cohérent. mhm. Et donc, les personnes, petit à petit, ils sont même capables de l'expliquer eux-mêmes à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils se sentent moins désarmés. C'est-à-dire Mhm. qu'avant, quand ils étaient dans un dîner et qu'on leur disait oh là là, Poutine, c'est un dictateur, ceci, cela, et puis les gens avaient des arguments, ils disent on se taisait parce qu'on ne savait pas quoi dire. C'est ça. Et maintenant, petit à petit, ils ne se taisent plus. Et face à eux, eh ben, il y a des gens qui ont des arguments un peu idiots, mais qui passaient jusque-là et qui réussissent à casser. Mais ça, c'est vrai que quand tu prends du large par rapport au sujet, quand tu Mhm. sors uniquement de l'actualité. Parce que quand tu es dans l'actualité, les gens s'en foutent que tu leur parles de tel char, de tel drone, de telle avancée dans tel village. C'est Ils trop te regardent. spécialisé. Là. Oui, oui, là, c'est fort spécialisé pour eux, c'est pas l'intérêt. Mais oui, ça n'a pas d'intérêt. Parce que en face de nous, les, les gens ont un pitch très simple. La science, la morale, le droit de se défendre. Donc, c'est très simple. Mhm. Donc, tout le monde retient ça et c'est répété à longueur de journée. Israël a le droit de se défendre, Israël a le droit de se défendre, Israël a été victime de l'Holocauste, enfin les Juifs, etc. Et c'est répété, Oui, une répété, répété. propagande. Et donc d'un seul coup, si tu veux les critiquer,
tu es antisémite, ou Mhm. tu contestes l'histoire, ou tu contestes ceci, cela. Donc les gens préfèrent pas. Alors qu'en réalité, tout en restant complètement dans la loi, dans le respect des juifs comme des musulmans, etc., tu peux parler des faits et dire, bah non, le 7 octobre, c'est pas uniquement après le 7 octobre que l'armée israélienne a commencé à tuer des Palestiniens. Ils ont tué des 1940. centaines de milliers de Palestiniens depuis 76 ans. Mhm. C'est pas depuis le 7 octobre qu'ils ont coupé l'eau, qu'ils ont fermé les frontières. Ça fait depuis la Nakba que petit à petit, les Palestiniens sont mis dans des ghettos. Mais en Mhm. fait, ils nous ont donné l'impression, et les médias ont tout fait pour donner l'impression que l'histoire commence le 7 octobre. De la même manière que l'histoire aux États-Unis commence le 11 septembre, qu'avant le 11 C'est septembre. un reset à chaque fois sur l'ancien, sur ce qui était avant. Tu vois, pour ne pas qu'il y Exactement, ait le fil conducteur, parce que comme ça, on évite que les gens comprennent le mode de fonctionnement. Donc, on dirait que, exactement. voilà, on coupe les bases et alors on refait une nouvelle histoire en fonction de ce qu'on a besoin, ce qu'on a Et tu envie. rends le choc tellement fort Mhm. que si quelqu'un vient à Oser. dire que le narratif est faux, pendant les premières semaines, il est pris pour un fou par tout le monde, parce que Exactement. qui ose douter d'un événement où, sur toutes les télés du monde, on t'annonce en boucle qu'il y a une trentaine de bébés qui ont été décapités? Ouais, Qui ouais. vient au secours de gens qui cautionnent ce type d'acte? Mhm. Et puis, au fur et à mesure des semaines, on découvre que c'était faux, qu'il n'y a Et pas oui. eu de bébé Mais décapité. c'est trop tard parce que c'est imprimé. C'est trop Exactement. tard, hein. Mais oui, bien sûr, oui, Mais tout à c'est fait. pas imprimé parmi les gens qui s'informent comme nous, mais nous, on représente 1%, même pas. C'est-à-dire, mais toutes les personnes qui s'informent un peu de temps en temps sur les réseaux, à la télé ou autre, ou qui regardent les émissions dont on parle, en fait, ils ont entendu peut-être un ou deux invités qui mettaient ça en doute, mais très Mhm. modérément, parce que les chaînes veulent surtout pas que leur chaîne YouTube soit censurée, etc. Donc, ils disent à leurs invités, tu veux bien, t'évites ce sujet. Puis alors, en plus, comme elles ont beaucoup de donateurs qui font savoir qui n'aimeraient pas que ce sujet soit abordé trop, voire de journalistes qui font savoir que ce sujet, eh bien, en fait, ça passe complètement inaperçu. Or, c'est la pièce du puzzle essentielle pour comprendre le schéma global. Mhm. Comme quand tu acceptes de retourner loin dans l'histoire. Mais si tu vas, par exemple, comme moi je fais de temps en temps, tu vois, je réévoque les sorcières de Babylone, les Khazars, ou même les évangiles ou l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, les gens, ils ont entendu de façon diffuse un philosophe qu'ils aiment bien dire, mais Jésus n'a pas existé, on n'a pas la preuve de son existence. Et mais personne s'est retrouvé face à lui et a pu prouver qu'il existait. Mhm. Lui, il a dit, il n'a pas existé, et les gens ont dit, mais s'il a existé, bah prouve-le-moi. Bah, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de machin, il n'y Mhm. a pas d'empreinte digitale. Et donc, mais les gens perdent tous leurs repères, parce qu'en fait, tout est permis. Tu inities le doute. Tu as toujours ce doute qui est là, constant. Exactement. Et comme bah, les personnes voient des morts, voient des exactions et qui sont commises, et toujours pas de mandat d'arrêt contre Netanyahou galante, toujours pas d'embargo. Imagine le régime apartheid en Afrique du Sud, il n'a pas fait le millième de ça. Oui, c'est fou, oui, oui. Ils n'ont jamais utilisé des avions pour bombarder des ghettos. C'est là que Même tu te poses l'Allemagne la nazie question de la n'a pas tolérance utilisé, juive. même l'Allemagne nazie n'a pas utilisé la Luftwaffe pour bombarder le ghetto de Mhm. Berlin, de Varsovie. Ils n'auraient jamais fait ça. On leur prête déjà tellement de crimes que celui-là n'a pas été inventé. Mhm. C'est-à-dire que euh, les armées, en général, euh, elles ne tirent pas sur les civils. Tu as des conventions dans les lois de la guerre. Oui, exactement. Tu ne peux pas, même
sur une cible légitime, tuer des civils. Mhm. Tu peux détruire des installations civiles si elles sont utilisées comme protection, mais si tu sais qu'il y a des boucliers humains, entre guillemets, tu n'as pas le droit. On sait tous très bien, c'est vrai pour les policiers aussi. Si un Mhm. policier, bah, il y a quelqu'un qui sert, en fait, tu vois, s'il y a une foule et que les terroristes sont en train de se glisser dans la foule, ils n'utilisent pas leur mitraillette pour tuer la foule, pour atteindre. Mais non. Le policier qui ferait ça, mais il y aurait des émeutes dans toute la France. Le Mhm. type, il serait mis en prison, il serait violé et assassiné. Enfin, tu vois, ce serait vraiment un assassin d'innocent. J'entends très bien ta démarche. L'idée est tout à fait vraie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, toi, étais déjà préparé, mais même bien à l'avance. On les a victimisés depuis le départ. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on a fait tout un fouet, vraiment le plus possible pour que ce peuple-là, maintenant, devienne intouchable. On ne peut pas critiquer Israël. On ne peut pas. C'est au-delà de ce qu'on peut faire. Donc là, à l'heure actuelle, si tu as le moindre doute sur la véracité ou tu émets un doute sur le nombre de décès ou quelque chose comme ça, tu es considéré comme négationniste. Donc négationniste ou enfin tu es fasciste et tout ce que tu veux, et Exactement. voilà, antisémite et les grands mots tout de suite pour évidemment casser le mouvement de rébellion qui pourrait se faire quand tu ouvres un tout petit peu ton état d'esprit et que tu arrives à négocier et à analyser le pour et le contre. Euh, Exactement. Alors moi, je Et me disais quand même que quand tu as été marcher, on parle de ta marche et que les gens, ils n'étaient pas dans cet état d'esprit qu'ils aimaient bien te profiter. Je me dis, mais quand tu entames une marche comme ça, logiquement, ça devrait être dans un état d'esprit particulier parce que ça devient une mode ici. J'ai l'impression il y en a qui ont fait ça comme si c'était une mode, au lieu d'avoir ce côté d'introspection, de remise en question, parce que c'est toute une démarche en fait d'aller marcher et faire ça à Jacques de Compostelle. Enfin moi l'idée c'est un ressourcement, c'est un retour sur soi, sur ses capacités, mais aussi sur faire connaissance avec ses points sombres. Euh, Comment tu expliques qu'il y en a qui arrivent quand même, malgré qu'ils aient marché autant de temps, à avoir une attitude dans ce genre-là? le, le, t'as véritablement. euh, alors moi, j'ai fait une erreur. J'avais un copain qui avait déjà fait Compostelle, et comme quand j'ai annoncé que j'allais faire, et je suis un petit peu connu entre guillemets sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal de personnes qui se sont dit oh ce serait intéressant, et donc il y a eu un certain nombre de personnes qui ont dit on aimerait bien le faire, mais euh, ils n'étaient pas en condition. Ils le faisaient pour des mauvaises raisons. Tu vois, ils le faisaient un peu comme une colonie de vacances où tu vas passer 4 jours, 5 jours, une semaine à marcher, bah, sans que, bah, tu vois, comme si tu étais dans un groupe UCPA, mais sans que personne te demande rien, Mhm. sans que tu participes forcément à l'auberge espagnole, et au milieu avec un peu quelqu'un de connu, mais qui demande rien non plus, qui demande juste, tu vois, à pouvoir marcher, qui est content de répondre à des questions. Et donc, c'était animé de cette manière-là. Et forcément, ça ne peut pas fonctionner. Parce que moi, j'avais un objectif personnel en voulant marcher qui était relativement indéterminé. C'est-à-dire, je ne savais pas pourquoi je voulais marcher. Je savais que j'avais envie de marcher. Je savais que c'était une bonne idée de marcher. J'avais besoin de marcher pour plein de raisons. La seule certitude que j'avais, c'est que le fait de marcher longtemps, de me pousser à marcher plus vite, plus haut, plus loin chaque jour, ça me redonnerait le contact avec mon corps. Et tu Mhm. vois, là, je reviens quelque temps à Paris, et je me sens de mieux en mieux. C'est-à-dire, j'ai vraiment repris petit à petit le contrôle de mon corps, de mon souffle. Je peux monter des escaliers en courant sans être essoufflé. Je suis euh, Enfin, tu vois, je retrouve le plaisir d'être, tu vois, très débrouillard comme à l'époque où j'étais scout. Alors que quand on est Mhm. dans une maison avec beaucoup de confort, tu vois, il y a plein Oui. de choses, de réflexes que tu perds complètement. Et puis, la vie en collectivité avec des personnes que tu n'as pas choisies. C'est-à-dire que au début, il y avait ce petit groupe. Alors, est-ce que tu l'as choisi, le groupe ou pas?
bon, à la limite, il s'impose à toi, mais de ton plein gré. Mais Mmh. ensuite, quand tu es véritablement sur le chemin seul, et ben, tu te retrouves avec des personnes que tu n'as ni vues, ni d'Ève, ni d'Adam. Tu vas dormir dans le même dortoir. Il y en a qui vont ronfler, il y en a qui vont aller 5 fois aux toilettes pendant la nuit, il y en a qui vont sentir très mauvais parce qu'ils considèrent que le chemin de Compostelle, c'est aussi se laver 1 ou 2 fois par semaine. Et, euh, et donc, tu as t'as tous les types possibles et imaginables de personnes. T'en as qui. Et, euh, et c'est comme, en réalité, euh, c'est à l'image du monde réel, comme à l'époque où on faisait son service militaire. Mmh. C'est-à-dire que euh, tu vas trouver également dans un pèlerinage comme ça tous les profils possibles et imaginables, mais tous. Et donc, c'est très intéressant parce que, euh, en revanche, quand les gens sont fatigués, ils montrent beaucoup mieux qui ils sont. Mmh. Ils se démasquent en fait. Donc, dans la vie sociale, les gens se démasquent pas facilement. Donc, tu peux pas, euh, tu vois, tu perces pas tous les aspects de leur armure. Mais là, tu vois des personnes qui jouent un peu grand seigneur, j'aide un tel, je fais ci, je suis ceci, je suis cela. Et en fait, c'est les pires pingres que tu vas rencontrer, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont, entre guillemets, donner effectivement à des causes un peu exemplaires parce que ça leur permettra d'avoir l'air d'être très gentils. Mais toutes les personnes, en fait, qui les nourrissent vraiment, dont toi, ils vont jamais rien donner. Parce qu'en Mmh. fait, ils n'ont rien à gagner à te donner, puisque euh, Parce que tu c'est t'offres un déjà personnage qui joue, gratuitement à eux. ouais, oui, Pour eux, tu es acquis. joue un Et comme rôle. tu es acquis, pourquoi ils feraient un effort? C'est Mmh. comme dans un couple. Si tu veux, à partir du moment où tu as la lassitude, et plus personne ne fait d'effort pour l'autre. Et donc, tu te rends compte que nos éducations, elles sont devenues telles qu'il n'y a plus d'effort, il y a plus Mmh. de. On n'est que dans un jeu d'apparence, que dans un jeu de conquête, que dans un jeu de. Et à aucun moment, les gens se reposent la question, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Mmh. Qui est-ce qui me fait vraiment du bien? Qui est-ce qui, si parmi tout ce que je vois, tout ce que j'observe, tout ce que j'écoute, de quoi je ne peux pas me passer réellement? Et d'un seul coup, ils se rendent compte qu'en fait, c'est la seule personne ou le seul média ou le seul ami auquel ils donnent rien. Tu vois, tu as des gens qui ont à la maison une femme ou un mari ou une femme de ménage ou j'en sais rien qui est totalement indispensable, Mmh. mais qui va être la dernière roue du carrosse de tout ce qu'ils font dans leur vie. Alors que si cette personne part, mais même leurs vacances à l'autre bout du monde n'ont plus aucun sens. C'est ça. Tu vois, tout s'effondre. Mmh. Mais, mais les gens ne se savent pas, en fait, ils se créent un danger permanent. Et c'est comme ce qui se passe dans un pays comme la France, où on a oublié l'intérêt de l'industrie, où on a oublié l'intérêt de l'agriculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui veulent travailler à l'ancienne, ils sont brisés par le système de l'Europe, Ouais. totalement brisés. Parce que pour rentrer dans le système des aides européennes, il faut au minimum, si tu veux, quand tu élèves, Être moi j'ai rentable. rencontré quelqu'un, sa famille élevait des chèvres pour faire du lait et ils vendaient le lait. Et il y avait d'autres personnes qui utilisaient le lait pour faire du fromage. Ils ne Mmh. faisaient pas eux-mêmes le fromage, si tu veux. Et à un moment, les nouvelles réglementations européennes, mais déjà pour avoir le droit d'exercer, même pas pour avoir des aides, leur imposaient de faire une nouvelle étable aux normes. Et ça leur coûtait le prix d'une maison. Mmh. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait de l'acier, des machins, des systèmes d'écoulement d'eau. Enfin, tu vois, c'était quelqu'un dans les Oui, oui, Deux-Sèvres, oui, oui. il fallait Oui. dépenser, il m'avait dit chiffre, 150 000 euros. Alors, peut-être il y en a pour qui c'est très peu, mais pour eux, c'était tellement qu'ils ont dû arrêter leur exploitation. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il fallait vacciner, et puis plus de contrôle vétérinaire, etc. Eh bien, personne ne voulait acheter ça dans la région, évidemment, puisque tout le monde était face aux mêmes contraintes. C'est-à-dire que c'était pas Mmh. rentable de continuer.
Eh ben, il y a des camions immenses qui sont venus récupérer leurs chèvres, quasiment, à peine au-dessus du prix de l'abattage, qui sont partis en Bulgarie, où les chèvres vont être dans des conditions sanitaires, dans des, trucs, mais 10 fois moins bonnes que ce qu'eux avaient au moment où on leur a interdit de continuer leur activité comme ça. Mais parce qu'en Bulgarie, les conditions sanitaires dégueulasses, la bouffe vraiment pas terrible et machin, ça va être considéré comme du label rouge ou même du bio. Et ce lait va revenir de là-bas C'est ça. avec une valorisation meilleure que celle Bah qu'ils oui, avaient. Pourquoi? Parce que tu as une rareté des producteurs locaux. Les exact. producteurs là-bas savent que toutes les fromageries, bah maintenant, elles ont le couteau sous la gorge. Elles ne peuvent pas se fournir localement ou régionalement. Et donc, les prix ont monté. Mais comme les prix ont monté, bah, il y a des agriculteurs qui se sont dit: «Est-ce que je peux me relancer?» Mais non, parce que c'était plus possible. Tu avais tellement d'autres nouvelles normes qui s'étaient Les greffées charges, que et ce cetera, marché oui, du tout à lait, fait. il était là-bas. Et il s'est Mmh. passé la même chose avec le miel. Il s'est passé la même chose avec absolument tout. Et donc, tu vois, des messieurs qui ont plus de 70 ans, qui travaillent depuis qu'ils ont 14 ou 15 ans à la ferme, qui continuent à travailler 7 jours sur 7, qui ne prennent pas leurs vacances pour aider leur fils, qui ne réussit pas à trouver de femme ou de Mmh. compagne pour avoir cette vie terrible en Mmh. fer, mais qui continuent à aimer leurs vaches, qui continuent à vouloir. Et on leur dit, il faut plus les injecter, il faut leur donner ça, il faut leur donner ci. Et puis les vétérinaires maintenant, bah avant, tu avais des petits vétérinaires de campagne, mais maintenant, les vétérinaires, ils font 80% de leur chiffre d'affaires avec des gens qui ont des fermes de 1000 vaches. Donc, quand tu as une ferme de 1000 vaches, les vaches, elles sont quasiment tout le temps sous antibiotiques, elles sont quasiment tout le temps, t'imagines, avec les treilleuses automatiques, les machins, il n'y a plus jamais de contact avec la main Mmh. des fermiers. Et donc, le petit fermier qui les appelle en urgence parce qu'il a l'impression que une vache va faire une fausse couche ou que ça sent mauvais, donc il se demande si le veau est pas en train de mourir ou est pas mort et qu'il y a une infection, etc. Bah, il se dit, bah, je viendrai demain matin ou je viendrai lundi parce qu'il vient Il y plus aura les pas week-ends. d'urgence. Exactement. Il est devenu, l'autre n'a pas eu les moyens de se payer et puis il n'avait pas une assurance pour des urgences. On, Mmh. on lui dit, bah attends, ta vache de toute façon, elle est déjà âgée, t'as qu'à l'euthanasier avec le veau, parce que si tu penses que le veau est mort, et lui il veut pas, il dit, mais non, mais moi cette vache, elle m'a, bah je viendrai lundi, mais on est samedi, et le lundi, bah, ça Bah, voudra dire il 3 faut fois se plus définir. Bah d'antibiotiques, voilà, 3 exactement, fois tout à plus fait. de machin, Oui, oui, 3 bah fois ça. plus de stress pour le fermier qui tient absolument. Et cette histoire, je la raconte parce que je l'ai vécue. J'ai rencontré un agriculteur comme ça, à Bartrès, justement, le petit village dont on parle. Oui. En revenant ce week-end, je vois une vache dans un champ avec une énorme cicatrice sur le côté. Et il y avait ce vieux monsieur qui portait des petits trucs, des petits poteaux sur les épaules, qui était là et qui était en train de lui faire un petit enclos Mmh. pour qu'elle puisse pas trop s'éloigner, tu vois, elle était fatiguée. Et pendant 1 heure, il m'a raconté ça. C'est-à-dire qu'ils le vivent, mais ils ne peuvent plus rien changer. C'est-à-dire que dans les organisations agricoles, dans les syndicats agricoles, tout le système est pourri. Ça a été Mmh. pris en main par des gens qui gagnent des millions. Et c'est Mmh. l'Europe qui paye les salaires des patrons des syndicats, des secrétaires, des avocats, des machins. Donc ils sont pieds poings liés. Le système est totalement corrompu vers une déshumanisation totale. Et, et les agriculteurs comme lui, ils savent qu'ils ont fait partie de ça. Mmh. Ils ont laissé, entre guillemets, le diable rentrer dans la maison. Mmh. Ils ont accepté un moment de toucher de l'argent pour devenir plus grand ou pour devenir. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, le local, c'est une notion qui n'existe quasiment plus.
Bah oui, tout à fait. Et on Mais dit, tu parles ici de, oui, mais tu parles d'agriculture, mais ce que tu expliques est dans toutes les couches de la société. Tu vas parler du côté sanitaire, les hôpitaux, ça fonctionne comme ça. Tu n'as plus le côté humain, ils sont chronométrés pour arriver dans les chambres, oui, nettoyer, se dépêcher, il y a plus d'humanité. On te fait signer des papiers même par écran. Moi, je vais chez oui. l'anesthésiste, il me fait signer des papiers par écran. T'as même pas le temps de regarder parce que t'as déjà des gens qui sont derrière. Donc, on te met une pression pour être Mhm. sûr que tu sois juste. C'est des actes commerciaux. Il y a plus Mais cette humanité. L'enseignement, j'ai pareil. rencontré quelqu'un pendant le même périple. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je l'ai croisé 3 fois. Et la troisième fois, il me dit que sa maman est morte. Mhm. Cancer du pancréas, et ça faisait longtemps que ça se dégradait, entre guillemets, mais tu sais, c'est un cancer, à un moment, ça s'accélère. C'est-à-dire, ils ont essayé des choses sans trop de résultats, et puis à un moment, ça part hors de contrôle. Mais il me dit, quelques jours avant sa mort, il voulait absolument l'opérer, alors que c'était évident qu'elle était en train de vivre ses derniers jours. C'est ça. Et, et il a compris pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, avec le système des hôpitaux, avec toutes les règles, eh ben, les chirurgiens, pour conserver euh, leur Budget. autorisation d'opérer, d'avoir le bon, il faut qu'ils fassent un minimum d'opérations. Et Ah oui. donc, comme on arrive vers le dernier trimestre de l'année, qu'ils n'ont pas fait leur quota et qu'on ne leur reproche, qu'on ne leur interdit jamais une opération pour un cancer du pancréas. Pour l'instant, ça ne fait pas partie. Il y a plein d'opérations où on leur dit non, il n'y a pas de Ah budget oui. pour ça, il n'y a pas Ah de oui. machin. En fait, ce qui est D'accord. utile, on leur dit non, comme ça, bah, la personne, ça va se dégrader, il va y avoir des problèmes. Mais ce qui ne sert à rien, on leur dit oui. C'est, et en fait, et donc ils deviennent des épiciers de la débilité du système. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'accepter de se laisser corrompre. Ils savent que ça ne sert à rien. Mais ils savent, tu sais, c'est quasiment pavlovien, que s'ils ne le font pas, Oui, ils eh perdent ben, leur il place. y aura d'autres Oui. conséquences. Et donc, Exactement. Oui, il y a une pression. c'est vraiment un système diabolique, c'est-à-dire qui fait que tout le monde accepte de tuer sa propre morale. C'est C'est ça. ça ce que j'essaie de dire. Oui, oui, Mais, tout à fait. mais comme on est trompé, regarde pendant le Covid, on nous racontait que le danger, il fallait se faire vacciner pour les Mhm. formes graves et pour éviter l'embouteillage dans les hôpitaux. Sauf que on n'avait pas le droit d'aller dans les hôpitaux. Donc, ils nous montraient parfois des images où tu as l'impression que les services étaient complets. Et de temps en temps, en Allemagne ou autre, bah, il y avait des gens qui vendaient la mèche et qui disaient avec leur téléphone, regardez, on est payé pour jouer la comédie dans les hôpitaux. On est payé parce qu'on a 40 ans et que ils ont envie de dire que les gens de 40 ans sont malades. Mais ça, les images, les gens vont les voir à la télé. De regarder ça puisqu'on était confinés chez nous. Quand tu leur expliques aujourd'hui que tout ça, c'était faux, ils ne peuvent pas te croire Oui, c'est logique. parce qu'ils l'ont vu. C'est logique. Et Oui. surtout, ils ont entendu parler d'un complotiste qui a dit mais lui, il n'était pas malade, sauf qu'ils ont raconté que lui, il était mort. En fait, c'était faux, il n'était pas mort. Ils ont joué sur des confusions, etc. Mais après, les gens se disent oh non, non, moi, j'ose pas parler de ça, tu sais, je voudrais pas me retrouver au tribunal ou devant un procès, etc. Puisqu'on voit bien ce qui s'est passé avec les Liberty Truck au Canada. On voit bien ce qui se passe avec les complotistes, entre guillemets, les rebelles aux États-Unis. T'en as qui ont des procès incroyables. Mais attends, je viens Parce qu'en d'avoir fait, un témoignage ici. Attends, Bertrand, je viens d'avoir un témoignage. Il y a quoi? C'est hier, je pense. Je viens d'avoir un retour d'un témoignage. Encore un qui vient de se faire renfermer chez les fous parce qu'il a osé dire non. Parce qu'il a osé aller contre le système. Donc, on l'a interné. Il a été interné du mois d'août jusqu'ici maintenant. Et c'est ça, il sait pas s'il doit témoigner ou pas témoigner parce qu'en fait, il a peur qu'il y ait des représailles. ouais, Donc en fait, on nous impose de nous taire. Surtout, il faut rentrer dans les rangs, sinon tu seras amené à te retrouver face à la justice ou alors à te faire interner comme fou. Voilà, c'est tout. Tu réponds pas au système, on te casse, tout exactement. simplement. Si t'as pas un peu la Et carrure pour pouvoir le vivre,
bah, tu te tais. Hein. La plupart n'ont pas la carrure non plus pour pouvoir le vivre hein, entre nous. C'est pas Mais donné à tout le personne, monde, on est bien d'accord. mais Mais voilà. personne, parce que on va revenir sur les marchands du temple. Le système des marchands du temple, il est pérennisé par le système des fact-checkers. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait, tu sais, parfois, toi ou moi, on pourrait parler de quelqu'un de façon négative. Et moi, je Mhm. n'hésite pas à le faire en général, mais je ne le fais pas avec l'espoir que ce quelqu'un fasse, tu sais, comme les émissions Zemmour et Nolo, ils font semblant de se disputer. En fait, ils ne se disputent pas, ça fait le buzz. Après l'émission, ils vont se marrer en se disant les gens sont vraiment C'est pas cons. vrai. Ils croient Oui. une seconde que je pense ça, mais j'en pense rien. Enfin, tu sais, maintenant sur CNews, tu as des débats entre je ne sais plus quel avocat et je ne sais pas quel homme politique. Ils sont tous les deux hyper sionistes et ils font semblant d'avoir un débat sur la politique d'Israël alors qu'ils disent exactement la même chose. C'est ça. Ils sont pile et pile de la même pièce, mais Mhm. ils font semblant d'être un peu face. Et en fait, quand ils sont face, c'est parce que c'est tombé sur la tranche et qu'ils ne peuvent pas contester Mhm. l'évidence, mais ils y vont vite en disant mais tout ça s'est passé parce que voilà quoi. Et, euh, et donc, les fact-checkers, tes fact-checkers aujourd'hui, tu touches de l'argent de l'État, tu touches de l'argent de lobby. Tu regardes Conspiracy Watch, et ils ont l'État, ils ont le CRIF, ils ont le fonds Marianne, ils ont machin, etc. Donc si toi tu les attaques, ils vont avoir 50 000 avocats qui savent qu'ils seront Bien payés sûr. Ben oui. pour les défendre. Ah, t'as pas le Mais toi, choix. personne ne va oser te défendre parce que les gens se disent, petit 1, il n'a pas d'argent pour me payer, donc je vais bosser gratos. Et petit 2, ça ne fera pas forcément une bonne pub parce que je vais me retrouver sur une liste et aucun de mes clients, boîtes, les grands groupes avec lesquels de temps en temps je réussis à avoir un petit truc, ils me reprendront plus du tout. Et les Exact. villes, parce que je serais, tu sais, c'était un peu comme les maires qui donnaient leurs 500 signatures au FN à l'époque où c'était confidentiel. Mhm. Bah, c'était tranquille. Et puis d'un seul coup, c'était plus confidentiel. Et alors, plus personne n'osait donner la signature parce qu'ils savaient qu'ils auraient des représailles. Leur mairie allait être Exactement. taguée, ils auraient moins de budget de la communauté de communes, le préfet leur pourrirait la vie, les compagnies d'assurance doubleraient, tu vois, les polices de la ville. Donc, il faudrait. Donc, Mhm. les mecs le faisaient plus en se disant, mais voilà, ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, je lisais quelqu'un qui racontait que maintenant elle a une newsletter, un peu comme moi, pour essayer de trouver des moyens de se faire une nouvelle carrière, entre guillemets, modestement. Mhm. Et elle raconte que au début, elle voulait faire un peu avec un pseudo, et puis finalement, à un moment, c'est devenu trop grave. Tu sais, pendant les 2 premières années, elle disait pas trop qui elle était parce qu'elle bossait Mhm. dans un magazine, un grand magazine, dans lequel elle faisait des piges, mais pas sur des sujets compliqué, tu vois. Il y a beaucoup de bons journalistes qui font, tu vois, Oui, des oui. très beaux articles, mais sur Oui, des choses la simples. vérité à 100 ans, le voyage d'un tel. Bon, alors, tu vois, et puis quand le système devient fou, tu dis, je peux plus l'accepter, il faut que j'aide les gens à comprendre. Mais je Je me peux rends pas vite. risquer mon job parce que je suis divorcé, Ah j'ai oui, les on études a des pour les contraintes. enfants, le machin, la voiture, les activités extrascolaires, etc. Je peux pas perdre mon job parce que je sais que si je rentre en résistance, les gens seront ravis de ce que je dirai, mais personne ne voudra payer pour ça. Les, Mhm. les gens se disent, je paye déjà bien assez d'impôts, pourquoi je paierais pour qu'on me dise la vérité? Mais parce qu'en fait, tous vos impôts, ils servent à payer pour qu'on vous mente et pour qu'on vous Mais oui, dise ce serait à la faire, c'est vérité. ça. Et Mais donc, faire le si vous ne tri, payez ben pas oui. pour ce qui vous fait du bien, bah, vous êtes coincé. Bref, elle, après 2 ans, Exactement. elle se dit, c'est pas possible. Et puis, j'ai des dizaines de milliers de personnes qui me suivent. Je vais dire qui je suis. Et donc, ça veut dire, elle arrête avec son VPN, elle dit son vrai nom, son vrai visage, son machin. Dans la foulée, censurée, Ah, tiens. attaquée pour diffamation de tout ce Ouais. qu'elle avait dit avant en disant bah tout ça c'était moi, obligée tu vois de déménager, en réalité quasiment de quitter la France en abandonnant tout derrière elle, y compris les enfants qui sont retournés chez le père.
Et, et en fait, quelqu'un qui devient complètement apatride pour avoir voulu aider des gens qui ne vont pas l'aider. Alors qu'à l'inverse, tu as des personnes qui ont aidé, qui sont, je ne vais pas citer de nom, qui sont franchement riches, qui ont fait des héritages, etc., mais qui passent leur temps à se plaindre, ou des hommes politiques, il y en a un qui est assez connu, c'est un Égyptien, je crois, et qui font régulièrement des cagnottes pour des centaines de milliers d'euros, alors qu'ils sont déjà pétés de thunes. Mais les gens rentrent dans la naïveté, parce qu'en fait, ils n'hésitent pas à mentir, mais comme ils flattent sans arrêt les bas instincts des gens, on va leur casser la gueule, on va les virer, on va tous les mettre dans des charters, et les gens se disent, ça doit être ça la solution. Mais c'est débile, hein, puisque c'est le problème. Le problème, il n'est pas là. Quand tu es médecin chinois et que tu as quelqu'un qui arrive avec un bouton de pu, bah, ton premier réflexe, c'est pas de presser le bouton de pu et dire voilà, c'est réglé, vous n'avez plus de problème. C'est tu poses des questions, tu essaies de savoir pourquoi il y a eu une infection, pourquoi. Tu essaies de poser un diagnostic. Et si tu ne peux pas poser un début de diagnostic avec des questions pour orienter ta recherche, parce que tu vois qu'il y a un problème, un peu de fièvre, etc., bah, tu vas faire des analyses, et puis à la fin, tu vas trouver, tu vas dire, bah, voilà ce qu'il faut faire. Mais tu as des médecins qui disent, bah, écoutez, vous percez, vous mettez du produit, et puis vous verrez, a priori, dans 3 jours, c'est passé. Puis 3 jours après, tu en as 5 autres beaucoup plus gros à d'autres endroits, ta fièvre, elle est beaucoup plus forte, et tu te dis, bah, le docteur m'a dit ça, bah, je ne vais pas aller l'embêter, je vais continuer à faire ça, parce que de toute façon, je n'aurai pas de rendez-vous avant 3 semaines, puis la personne meurt. Mais personne ne va engueuler le médecin parce que la solution, ce n'était pas la bonne solution. Et donc, dire on va virer tout ce monde dans des charters, c'est évidemment pas la solution. C'est peut-être une partie de la solution. Mais le problème, il est bien plus grave. C'est-à-dire qu'il y a des personnes auxquelles on a donné du pouvoir d'année en année en année qui ont abusé le pouvoir sans qu'on s'en rende compte. Donc, ils font que toi et moi, on sait que c'est dangereux de parler. Et toi, tu as déjà été mise en garde à vue. Bah, je le teste aussi, donc moi je veux dire, ça j'aimerais bien quand même l'aborder aussi, c'est que bon en fait il faut dans l'état actuel des choses, si tu vis avec la peur, tu ne fais rien. Et que je me suis toujours dit que si à partir du moment où j'aurais peur, j'arrête tout simplement. Ouais. Je peux pas continuer parce que sinon je serais corruptible. Tant que tu n'as pas peur et que tant que tu es dans la foi, tu n'es pas corruptible. Mais à partir du moment où tu paniques et que tu as peur, ben tu deviens alors à un moment donné corruptible. Donc moi, je n'ai pas envie, en tant que média et comme toi aussi, qui dénonce certaines choses ou qui met en lumière certaines choses, de devoir avoir peur. Donc voilà, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans ce processus de peur. Voilà, ça fait partie d'une sécurité. Mais on nous donne pas le choix. C'est-à-dire que là, en ce moment, je m'amusais à en parler avec. C'est encore en France qu'en Belgique, mais je veux dire, oui. Voilà. Je discutais avec un copain et puis lui continue à être persuadé que Macron, c'est un pantin et qu'il y a des gens autour de Macron qui tirent les ficelles. Moi, je pense pas ça. Et les gens sont persuadés que Attali est très puissant, très important, et ceci et cela, et que en fait, voilà, les personnes qui gouvernent réellement le monde, ils sont cachés, ils sont dans l'ombre, ils sont voilà. Moi, c'est pas ma pensée. Je pense que les gens, on les voit, ils sont devant nous et ils nous disent exactement ce qu'ils font. C'est véritablement cette notion de pacte avec le diable. Oui. Et je lui dis, mais je vais te donner un exemple. Combien de premiers ministres a eu Macron en 7 ans? En fait, il en a eu 5. Et est-ce que tu n'as pas remarqué quelque chose de particulier avec les premiers ministres de Macron? Je lui dis non. Je lui dis si, en fait, ils avaient chacun le profil parfait pour une mission particulière. C'est-à-dire que chacun des ministres, si tu regardes froidement, il a été parfait pour ce qui s'est passé au moment où il était Premier ministre. C'est ça. Et on n'aurait pas pu trouver mieux. Oui. Qui mieux que Castex pour dire assis, couché, debout, à genoux, ma fille m'a contaminé, mon machin, personne. Si tu refais le film de tout ce que Castex était capable de dire,
Évidemment, Barnier aurait pas fait ça, il aurait pas dit ça, tu vois, il aurait eu plus d'amour-propre, de dignité à un moment, ça lui aurait paru abusif. Ça ne veut Mhm. pas dire qu'il n'était pas dans le même discours, mais il aurait parlé beaucoup plus astucieusement, si tu veux. Il n'aurait pas dit des trucs qui étaient tellement énormes qu'on allait, enfin, qu'il le savait. Tu regardes Attal, hein, il était parfait pour le rôle, hein. Ouais. Sur la baya, sur l'IVG, sur Il l'homosexualité, excitait, LGBTQ. je veux dire, c'était l'idée, c'était d'exciter le peuple, hein. Lui, il avait ce rôle d'être agaçant. Agaçant, pourquoi? Ben parce que il était tout jeune, qu'il Ouais. avait déjà le profil wokiste. Donc évidemment, il a encore à rajouter une couche, et ça fait monter la pression. Et tu te sens bien que les gens sont en pression ici et que ça va péter. C'est le but du jeu, de toute manière, c'est de nous faire Et perdre tu le regardes, contrôle. et tu regardes maintenant le gouvernement Barnier. Alors moi, Mhm. j'écoute très peu, hein. Franchement, ça m'intéresse pas. Mais jusqu'à présent, l'ensemble des gouvernements de Macron étaient plutôt des gouvernements de gauche, centre-gauche, si tant est que l'idée de gauche ou droite existe. Mhm. Donc, a priori, ils n'étaient pas véritablement des gouvernements adaptés à ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, au C'est ça. massacre de musulmans à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, les bombardements tout le temps en Syrie, etc., etc. C'est pas a priori dans les gènes de gens qui sont plus à gauche de Mhm. supporter ça. Eh ben, dans cette phase, Macron met un gouvernement de droite, Ouais. avec un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Retailleau, qui est extrêmement prosélyte sur il faut arrêter de donner accès aux hôpitaux aux migrants illégaux. Mhm. Enfin, t'imagines, ça veut dire qu'en fait, on va les laisser mourir dans la rue, on va les laisser. Enfin, voilà quoi. Mais c'est ce que Le les gens problème, attendent, en fait, puisqu'ils sont en colère contre ce qui est en train de se passer. On leur sert ce qui alimente, justement, ils surfent sur les différentes colères des gens et les exactement. différentes faiblesses. Sauf que ce qu'ils oublient, mais ça a été oublié depuis le début du Covid, mais là, ça pousse le bouchon encore plus loin, c'est que les médecins, ils font quelque chose qui s'appelle le serment d'Hippocrate. Oui. C'est-à-dire qu'ils doivent Oui. soigner quelqu'un, peu importe ses moyens, peu importe ses revenus, peu importe. Normalement. C'est-à-dire que les Russes, par exemple, et il y a plein d'exemples, ils ont soigné énormément de soldats ukrainiens. Ah oui, c'est logique, logique. Enfin, Mais parce que c'est ça les lois. Et pourtant, les soldats ukrainiens, euh, ils ont peut-être celui qui viennent de sauver, auquel ils sauvent la vie, il a peut-être tué 10 Russes. Et ils Mhm. vont peut-être se le coltiner dans des prisons pendant des années. Mhm. Mais ils ne peuvent pas le laisser mourir. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas vivre Mais c'est des en se valeurs. disant, le mec était blessé, je l'ai achevé d'une balle dans la tête, comme on aurait fait avec un cheval qui s'est cassé la jambe ou n'importe. Non, mais, mais quand tu es dans une armée comme ça, quand tu es dans un pays comme ça en Russie, mais tu te sens très courageux parce que Mhm. tu sens que tu es avec des gens qui sont humains. Tu Mhm. sens que tu es avec des chefs qui véritablement vont pas laisser abandonner un de leurs hommes, tu vois, sans essayer de lui donner et qui respectent la vie. Mais nous, en fait, ce que nos hommes politiques sont en train de nous dire, c'est que la mort, quand ça concerne quelqu'un d'autre qu'on n'aime pas, parce que il est venu également, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'on a nos hommes politiques qui sont censés être à l'église tous les dimanches et qui expliquent que ça ne pose aucun problème de laisser mourir des gens sous prétexte qu'ils sont passés illégalement. C'est ça. Mais, mais juste le fait de dire ça euh, dans les journaux, dans les télés, tu mets encore un autre fruit diabolique dans la tête des gens. Évidemment, on n'a pas d'argent, on a peu d'argent, mais la seule chose qui peut rester, qui dépasse complètement l'argent, C'est c'est la l'humanité. dignité, Ah oui, exactement. c'est l'honneur, c'est on n'est pas obligé de devenir des bêtes. Et aujourd'hui, en fait, comme on nous pousse dans les médias à tolérer un génocide télévisé, on nous pousse à tolérer un génocide télévisé, alors
tu sais, comme des petits empoisonnements. Oui, Eh ben, une vaccination à la laideur. Une voilà, vaccination à la laideur. exactement. Ils en profitent pour nous faire passer de façon abominable des nouveaux trucs. Il faut tous les tuer, il faut tous les virer. S'ils sont malades et qu'ils ont un problème, ils ont qu'à crever, ils avaient qu'à pas venir illégalement. Mais Exactement. Ils déshumanisent d'un côté, ils déshumanisent tout ce qui est Palestine et ils humanisent à outrance tout ce qui est Israël. Parce que exactement, donc même les victimes israéliennes ou les victimes palestiniennes ne sont pas du tout abordées de la même manière, alors qu'en fait ça reste des humains et c'est des civils. Et ils n'ont pas demandé, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands n'étaient pas tous mauvais, mais ils étaient ouais, tributaires d'une décision d'Hitler à ce moment-là. Donc ici, on ne peut pas remettre tout le monde dans le même bain. exactement, Nous, on n'est pas d'accord avec, pour le moment, ce qui se fait. Donc moi, je suis désolée, je veux pas qu'on tue en mon nom. exactement. Mais le truc, c'est que ça fonctionne parce que c'est répété, répété Mmh. par des gens qui ont l'air très intelligents. Tu as un ministre qui fait semblant, en plus, d'être en opposition avec Macron, qui dit: «Mais nous, on a écouté» et d'un seul coup, tu comprends pourquoi, le RN est pour, fournir des armes à l'Ukraine et pour, ne pas déstabiliser ce gouvernement. Parce qu'en fait, ils font tout ce dont C'est prévu, c'est déjà un prévu. certain nombre de leurs électeurs, une majorité de leurs électeurs veut. Eh oui. C'est-à-dire qu'ils veulent, heu heu, ils détestent Poutine. Donc même si naturellement, tu vois, des dirigeants du RN pourraient plutôt considérer que ce que fait Poutine est bien, bah, comme c'est des épiciers, ils sont pour armer, Eh oui. l'Ukraine. Bah oui. Ce n'est pas logique, Non. mais comme ils sont rentrés dans le truc armer l'Ukraine, bah, ils se disent: «Après tout, l'Europe, c'est pas si mal, hein». Et puis on va pas être contre l'Europe parce qu'on a un procès avec l'Europe, donc on va donner des gages, peut-être qu'ils seront plus indulgents sur notre procès. Alors que si on se bat contre eux, bah, évidemment, ils vont vouloir nous broyer. Donc nous, le RN, bah, à l'intérieur de l'Europe, on va être plutôt, des atlantistes, des machins et comme ça, on va montrer qu'on a compris la leçon, qu'on C'est a ça. compris qu'il fallait rentrer dans le rang. Ça veut dire que tous les électeurs de ces gens-là, ils sont en train de se réveiller? Non, ils sont pas en train de se réveiller. Ils pourraient se réveiller et comprendre que c'est pas logique. Mais comme la seule chose qu'ils entendent, c'est toujours cette Mmh mh. musique de dictateur, de Mmh. 7 octobre, de Samuel Paty, de Bataclan, de ceci, de cela. Bientôt, les gens vont croire d'ailleurs que c'est les Russes qui ont bombardé Hiroshima et Nagasaki, au train où vont les choses. Oui, oui, Non, mais mais c'est au possible, bien train où sûr. l'histoire est réécrite. Mais ça fonctionnera. Et donc, c'est pour ça que des voix comme la tienne, comme Brochu, comme d'autres, mais elles sont complètement éteintes. Moi, par Mmh. exemple, demain, je vais passer dans une émission avec quelqu'un qui s'appelle Nicolas Bouvier. J'étais Mmh. déjà passé avec lui il y a Oui, oui, quelques mois exactement. et je le trouve Très chouette. sympa, donc c'est rare que j'accepte. Maintenant, je veux plus du tout, enfin voilà quoi, j'accepte d'être, plus ou moins seul, ça me va très bien parce Mmh. qu'au moins, je ne crée pas une dépendance vis-à-vis de quelqu'un qui va, m'aider et puis le jour où j'aurai plus, ben, je serai, totalement démuni et mais Nicolas, au début, les personnes lui disaient, «Tu vas, on va t'aider, mais surtout respecte, tous les non-dits. N'invite pas, Scholler, parce que tu comprends avec ces trucs de diable et autres, Tiens donc! on nous ridiculise et puis, tu vois, il ose même dire qu'on n'est pas allé sur la lune, il pense que Trump est sympa, il dit que Poutine, il mérite le Nobel et tout, ce mec, c'est une caricature sur pattes, il faut surtout l'exclure, de voilà, donc si tu l'invites, tu nous verras plus jamais. Bah Mais ouais. résultat, il avait envie, mais pendant longtemps, il hésitait. Il se disait: «Merde, d'un côté, si je suis invité chez Berkoff, chez Géopolitique Profonde, je vais avoir des gens qui vont venir chez moi et ceci, cela». Puis bon, bah, petit à petit, si tu veux, il a ouvert les yeux. Il a compris que ces gens-là n'avaient aucun intérêt pour lui
même s'il espère toujours. Parce qu'une fois sur 100, ils vont peut-être le retweeter, le machin, etc. Mais finalement, il comprend qu'il est seul. Parce qu'en fait, le fait d'être sur la vérité, tu n'as pas besoin d'être en groupe. C'est comme un pèlerinage. C'est qu'on a tous notre petite bougie avec notre petite lumière et notre petite foi. Et à la fin, on éclaire tout le monde. On n'a pas besoin de se mettre d'accord. Eux, ils ont besoin de se mettre d'accord comme une mafia pour nous réduire au silence. Oui, mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux. C'est dangereux ce qu'ils font parce que, en fait, comme j'expliquais, il vaut mieux qu'on soit 36 000 petites, comment dire, institutions. 36 000 petites institutions qui peuvent de temps en temps discuter ensemble ou faire des partenariats pour certaines choses. Comme, ben voilà, moi je me suis déplacée, on fait partie des partenaires pour Action 200. Ben, une fois de temps en temps, je vais aider Action 200, mais je ne me lie pas nécessairement avec, puisque ben, je veux dire, l'idée c'est de rester des électrons libres, parce que si on coupe A ou qu'on le démolit, il y en a plein d'autres qui peuvent revenir. Et donc, on doit garder effectivement une certaine, comment dire, une certaine coudée franche en n'étant pas lié, pieds et poings liés avec des organismes en particulier et faire grossir. Parce que si on fait tomber la tête de l'organisme, c'est fini, t'as plus rien. Donc, on a tout intérêt à garder des petites structures et à s'entendre, ça oui. Ça, le problème, c'est que l'ego, malheureusement, encore est à travailler chez certains. Oui, mais c'est. Mais le truc, c'est que parfois, par exemple, toi, on s'est parlé plusieurs fois en dehors des émissions, tu as été approché par des plus gros magazines qui t'ont fait miroiter des choses, qui étaient bien plus que ce que tu as aujourd'hui à l'intérieur de ce média. Quand je dis bien plus, c'est infiniment plus. Sauf que la seule chose que tu n'avais pas, c'est ce que tu viens chercher en ayant ton média. C'est la vérité, la liberté, l'humanité. L'expression de ma liberté, de ne pas pouvoir parler, inviter qui je veux, de pouvoir donner d'autres avis que ceux qu'on m'impose, et hors de question de me faire manipuler par qui que ce soit. Si je lâche un bourreau, c'est pas pour en récupérer un autre. Exactement. Donc, voilà. Exact, c'est ça en fait. Et à partir du moment où on te dit n'invite pas tel ou n'invite pas tel ou ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et que en échange tu peux avoir de l'argent, ben écoute, moi non, ça peut pas. Mais c'est pareil chez ces médias. C'est-à-dire que quand tu regardes les médias résistants, ils font tous de la pub les uns avec les autres. Ils s'invitent tous les uns avec les autres. Ils ont véritablement, sous nos yeux, créé une nouvelle mafia, mais sous nos yeux. Et plus personne ne dit rien, parce que attaquer cette mafia, c'est attaquer tous les gens puissants de la rébellion. Donc, les gens ont vu, quand tu attaquais les grands médias, tu n'étais plus invité. Donc, ils se sont dit, merde, avant, je passais 1 ou 2 fois dans des émissions, j'étais invité le matin chez CNews, alors ils disent, putain, je ne ferai plus ça. Et puis, je ne vais plus être vu avec les gens qui font ça. Puis, petit à petit, comme ils ont été sages, bah, CNews dit, OK, FM, bah, je te réinvite. Et puis, ou Sud Radio. Donc, tu te retrouves avec des gens, des journalistes qui, a priori, tu ne t'attendrais pas à voir là, qui ont leur pige chez Sud Radio. Mais après, tu as eu exactement la même chose dans la résistance. Et donc, des gens qui, au moment où commence le 7 octobre, et donc une première barbarie, mais il faudrait vraiment faire une enquête pour comprendre comment elle a été possible. Puis, à partir du 8 octobre, une autre barbarie, donc qui dure maintenant depuis plus d'1 an. Et tu as des personnes qui, par ailleurs, moi, j'aimais plutôt bien, et puis qui ont décidé de ne pas en parler. Parce qu'en fait, leurs amis, leur dîner en ville, leur mondanité, etc., font que s'ils en parlent, ils seront exclus de ça. Et donc, ils sont très populaires, mais ils ne parlent pas du tout de ces sujets-là. Et ils ne veulent pas en parler. En disant, mais non, mais t'inquiète, ils parlent de paix. Là, en ce moment, par exemple, tout le monde dit, Israël va bientôt partir du Liban. Mais ça fait 1 an que les gens disent, Israël va bientôt arrêter son offensive à Gaza. Il y a 9 mois, ils ont dit, ça y est, on a libéré le nord de Gaza, on a assaini le nord de Gaza. Ils avaient viré. Puis les gens sont revenus.
Et là, ils recommencent à bombarder la même région qu'ils avaient déjà vidée à l'époque où les gens étaient partis puis revenus. Ils sont Mais en électron personne ne libre, s'en rappelle. l'Europe n'agit pas, l'OTAN n'agit pas, ils sont en électron libre. Ceux qui ne comprennent pas qu'en fait, Israël est le maître, enfin, ils se prennent pour les maîtres du monde. Je vais te dire, c'est la seule nation, pour moi, c'est la Palestine, c'est la seule nation qui a tenu tête au sionisme. Ouais. Et c'est ça qui, c'est tellement important, c'est tellement, cette histoire de ce peuple, c'est le dernier peuple qui est libre, en fait. Et même s'ils sont en train de se faire exploser, mais c'est les seuls qui ont encore le cran de vivre libre. Nous, on a tous été pris par les sionistes. Tous les États sont pris par les sionistes. Mais la France, on voit bien le jeu entre Netanyahou et Macron. Oui, oui. Mais c'est très malin. Parce que qu'est-ce qu'il a gagné Macron avec ça? Quand Netanyahou a fait semblant de l'accuser, d'abord, il n'accusait pas un Américain, donc en période électorale, c'était sympa. Donc, il accusait un Français. Eh bien, tous les rebelles américains, anglo-saxons ont cité Macron comme le nouveau champion de la résistance à Israël. Et donc, tu as une petite graine qui est rentrée dans la tête des gens de la résistance, que Macron est un mec sympa, donc que tous les gens qui décrient Macron n'ont rien compris. Il est le seul à affronter directement Netanyahou. Et donc, les gens te disent, mais non, Macron ne fait pas de miracle. Mais Macron, il n'arrête pas de faire des miracles. Il réussit, dans une petite danse du ventre avec Netanyahou, à devenir le héros de la rébellion. Tu sais, c'est exactement comme dans la guerre des étoiles, Palpatine qui fait semblant de combattre ses propres troupes pour être élu et avoir les pleins pouvoirs. Mais c'est un piège. Ben oui. Cheval de Troie. Il fait la même chose avec le Liban. Eh oui. Il dit, on va envoyer des troupes. Mais tout le monde sait très bien que Macron adore la guerre. Depuis que les Russes avant que les Russes fassent l'opération spéciale, il essayait de les endormir pour que la période boueuse arrive et qu'ils puissent rien faire. Et c'est ce qui a failli se passer puisque les Russes ont démarré très tard. Donc c'était un très mauvais moment pour faire une opération spéciale dans ces régions-là, puisque c'est le moment où la glace fond et donc le terrain se transforme. Et donc, tous les gens de l'OTAN le savaient. Il fallait que la Russie retarde quoi que ce soit, donc leur faire croire qu'on voulait la paix pour fourbir les armes des Ukrainiens. Et bref, il était dans ce rôle-là. Il a été dans ce rôle depuis le début en réunissant les chefs d'État à Versailles en leur disant la Russie va s'écrouler, il faut qu'on soit infounis et tout. Et ils l'ont tous cru. Maintenant, 2 ans après, ils sont incapables d'admettre qu'ils ont été baladés par ce gamin, puisque tout le monde pense que c'est un gamin. Ensuite, il a fait la même chose avec l'Iran, et c'est ça qui a causé la mort de Nasrallah. C'est-à-dire qu'il a dit aux Iraniens, vous avez vu, il y a des propositions de paix à Gaza, etc. Dites au Hezbollah de se calmer, il ne va rien se passer. Et les Iraniens disaient, ouais, mais enfin, il y a quand même eu des milliers d'attentats avec des pagers. Non, non, là, les Américains, avec l'élection, ils ne veulent pas qu'il y ait de vagues. Et pour vous, vous êtes le nouveau président. Vous avez été très sage, hein, vous n'avez pas réagi quand Haniyeh a été tué chez vous, etc. Donc, dites aux gens du Hezbollah qu'il va y avoir la paix et qu'il faut surtout qu'ils ne fassent rien en ce moment. Comme les gens du Hezbollah avec plus de pager, que le président iranien les appelle en disant « j'ai eu des garanties, tout va bien se passer ». Donc les mecs se sont dit « on va se réunir » et ils se sont tous réunis. Oui. Et pour montrer que les Iraniens étaient… ils ont envoyé un de leurs plus grands généraux, ni Loufar, ni Foulard, je ne sais plus quoi, un brigadier général des gardiens de la Révolution, vraiment le 2e ou 3e personnage de leur armée. Eh bien, Netanyahou avait à peine fini son discours, et forcément Macron le savait, qui leur donnait le bombardement d'un quartier entier de Beyrouth, où tous ces gens-là s'étaient retrouvés à l'initiative des Iraniens qui s'étaient fait berner par Macron. Et donc, ils ont tué tout le monde. Les Iraniens ont ouvert les yeux, ils se sont dit « Putain, on s'est fait avoir comme des bleus ». Mais exactement comme les Russes s'étaient fait avoir juste avant Boutcha,
quand ils avaient signé les annexes d'un traité de paix et qu'ils avaient reculé leurs armées. Les peuples ne savaient pas qu'il y avait ce truc qui était signé. Donc, ils croyaient qu'en fait, ils reculaient parce qu'ils étaient repoussés par l'armée ukrainienne qui allait les battre. Mais en fait, non. Et donc, quand on leur a dit, il y a des charniers, il y a des machins, comme les gens ne savaient pas qu'en fait, il y avait un processus de paix qui était finalisé, eh ben, on leur a parlé de Boutcha, on se rappelle tous, von der Leyen est allé voir, ah, c'est horrible et tout. Et il n'y a jamais eu d'enquête, jamais de résultat de l'enquête. Hein, c'est comme Notre-Dame, c'est comme tout ça. Il n'y a pas d'enquête. On ne sait pas. Donc, c'est un insecticide, c'est une mouche péteuse, et on ne sait pas. Et ça passe. Parce qu'en fait, l'actualité, regarde, il y a 2 mois, il y a eu une tentative d'assassinat contre Trump. Oui. Mais il y a tellement d'informations depuis qu'en fait, c'est comme si c'était rien. C'est un événement majeur dans lequel on peut ressentir l'implication jusqu'au sommet de l'État américain. Oui, oui, tout à fait. Mais ça Et passe. il n'y en a pas eu qu'une, hein. Il y a déjà eu plusieurs de tentatives, non? Et finalement, ils sont tous d'accord. Trump comprend qu'en fait, si jamais il y a eu un feu vert pour le tuer, il sait très bien que ça implique forcément, d'une manière ou d'une autre, Israël. Ben oui. D'une manière ou d'une autre. Ben oui. Et donc, il comprend du jour au lendemain qu'il va falloir qu'il fasse 10 000 fois plus amende honorable vis-à-vis d'Israël, qu'il soit 10 fois plus prosélyte dans cette direction, comme tous les gens qui sont autour de lui. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe. Parce que tu ne peux pas vivre aux États-Unis comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que JFK a été assassiné parce qu'il refusait qu'Israël ait la bombe atomique. Et qui a donné la bombe atomique à Israël? La France. Mais avec l'accord des services secrets américains, dont un des patrons était le père de George Bush. Enfin, de George Walker Bush, celui du 11 septembre, mais qui lui-même avait été président. En fait, tout ce petit monde, il gravite, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes sectes, c'est les mêmes, et c'est le même côté éternellement malsain, entre guillemets. Alors, pour parler un petit peu, quelque chose d'un petit peu plus positif, pour quand même terminer en beauté, hein, tu sais bien que chez moi c'est important. Maintenant, on pourra en refaire de temps en temps. Oui, mais tu sais bien que j'ai besoin vraiment de légèreté après, puisque bon, c'est pour ça que je me concentre parfois sur tout ce qui est scientifique et donner des petites alternatives positives. Ah oui, mais tu sais bien, moi je suis acteur de ma vie, je suis du principe que plus on agit, on n'est pas dans un monde de bisounours, même la spiritualité, pour moi, ce n'est pas un monde de bisounours, que du contraire. À partir du moment où tu te responsabilises que tu as été victime, tu peux te responsabiliser de prendre ta vie en main. Donc je pense qu'il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont volontairement été des victimes. Anne, le problème, c'est ce dont on a parlé là. Personne n'en parle. Ah, mais moi, je te laisse parler, tu le sais bien. Il n'y aura pas de limite. Non, la censure chez moi n'existe pas. Personne n'en parle. Mais oui, mais c'est malheureux. Global. Mais oui, je sais. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont... La manipulation, le COVID, mais qui ne vont pas faire le lien entre le Covid et le reste. Oui, il y en a qui vont être très intéressés par la Russie. Et le mais climat. Qui ne vont surtout pas toucher à Israël ou au Covid. Exactement, oui. Et tu en as qui parlent un petit peu d'Israël, mais comme ils sont souvent eux-mêmes musulmans, comme 90% des gens qui parlent d'Israël, ils sont décrédibilisés à la base, puisqu'ils sont musulmans. Donc, par définition, ils peuvent être soupçonnés d'antisémitisme ou de racisme, puisque c'est ce qu'on veut mettre dans la tête des gens. Les musulmans sont tous des criminels, des antisémites, des terroristes, des coupeurs de tête. On nous l'explique tous les jours. Et donc, quand tu as quelqu'un, entre guillemets, toi et moi, mais comme moi, avec mon pédigré, etc., qui parle de ça, il faut surtout que personne ne m'entende. Parce qu'évidemment, je ne suis pas musulman, pas du tout. Alors, je suis un peu barbu. Non, mais bon, non, mais tu es tout à fait... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends, oui, on ne peut pas te décrédibiliser. Tu es le bon français. Et puis moi, j'aime l'humanité.
Si tu veux, j'ai aucun problème avec aucune religion, avec aucune personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si je vois des actes barbares qui sont répétés, 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 ça ne me pose aucun problème pour m'interroger sur le perpétrateur et pourquoi il peut faire ça et Mmh. pourquoi il peut faire de façon impunie. Et après, tu analyses les choses et tu vois les pressions qui s'exercent sur les tribunaux internationaux. Tu vois Ouais. les pressions qui sont faites visiblement par les États-Unis et sournoisement par la France. Parce que la France, elle est toujours dans les sales coups. Et Ouais. les gens qui connaissent les dossiers en ce moment à la Cour internationale de justice et à la CPI disent que les plus impliqués sont les Français, Mmh. beaucoup plus que les Américains qui n'y sont pas à la CPI. Donc les Américains ne peuvent pas influencer le procureur ou les juges de la CPI. Mmh. Les Anglais, bon, ils ont été perturbés par leurs élections, etc. Enfin bref. Mais les Français sont au four et au moulin pour empêcher le mandat d'arrêt contre Netanyahou et Gallon. Pourquoi ils veulent l'empêcher? Parce que le jour où ce mandat d'arrêt est envoyé, tout le monde peut critiquer totalement l'État d'Israël puisque c'est devenu officiel. Mais tant que c'est pas officiel, et Ils si peuvent ça ne le avancer, ils devenait peuvent pas, continuer à avancer à leur aise. et tu comprends l'importance, Mmh. quand en France, on veut faire une loi qui pénalise le fait de critiquer l'État d'Israël, il est essentiel que les chefs du gouvernement d'Israël ne puissent pas être incriminés. Il est essentiel que l'accusation de génocide tombe à l'eau. C'est ça. Alors qu'on sait tous très bien qu'il y a eu peut-être 50 000 morts tués directement, mais si, c'est horrible à Gaza parce que tu n'as même plus d'administration, les gens n'existent plus Mmh. administrativement, tout a été Mmh. détruit. Ils n'ont plus de papier, ils n'ont plus de titre de propriété, ils n'ont plus de voiture, ils n'ont plus de vélo, ils n'ont plus rien du tout. Et, et ces gens-là, on leur explique qu'en fait, non, non, ce qu'ils vivent, c'est une guerre. Mais ils ne vivent pas du tout une guerre. Il y a quelques centaines de L'élimination, personnes du Hamas l'élimination. qui se battent contre une armée qui a 450 000 soldats, qui bénéficie d'un pont aérien d'armes invraisemblable qui arrive des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne et d'ailleurs. Ça ne s'appelle pas une guerre, ça s'appelle un massacre. Alors, Ça mais comment tu s'appelle une expliques? boucherie Oui, qui mais comment touche tu les civils. je l'entends Et bien. en plus, ils disent, les gens du Hamas sont des salauds, ils utilisent les boucliers humains. Sauf que là, ils viennent de se tirer une balle dans la tête, puisqu'on voit que le chef du Hamas, il était seul, l'arme au poing, dans les ruines de Gaza, sans Mmh. aucun otage avec lui. Mmh. Donc tout le mythe des mecs riches qui sont milliardaires et qui sont en train de fumer des cigares avec des otages pour les protéger comme des boucliers humains, ce que je veux dire, c'est que ces gens mentent sans arrêt, mais personne ne le dit. En Mmh. France, en tout cas. Dans les pays anglo-saxons, c'est un peu dit. Et il y a des tout petits comptes, mais de gens qui sont avec des faux noms, avec des fausses photos. Et donc, tu sais même pas si c'est des vraies personnes. C'est ça. Tu sais même pas s'ils font semblant de critiquer pour te faire un traquenard. Parce Mmh. qu'en général, ces gens, d'ailleurs, tu n'as même pas envie de discuter avec eux, parce qu'ils affichent de façon outrancière qui sont très excessifs, voire même qui sont antisémites. Et Mmh. donc, tu sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne servent qu'à ça, qui sont comme des leurres, comme des pièges. Il faut savoir. Tu as beaucoup de personnes, quand tu ne connais pas la personne, vraiment soyez prudents parce que vous pouvez être entraîné dans un piège Mmh. de vous mettre à discuter avec des gens ou de retweeter ou de liker des gens qui ne sont là que pour créer des nasses et pour enfermer dans leurs nasses des personnes qui sont sincères comme toi, comme moi, mais qui parfois, avec le poids des émotions, on Oui, peut on pourrait se aussi, faire comme avoir. n'importe quel être humain, être, être dans l'erreur, entre guillemets, être dans l'excès. Bon, J'aimerais c'était bien pas ce que tu voulais entendre, non, faisons non, un comme point positif, c'est joyeux. toujours très positif, donc attends, je reviens sur autre chose. J'aimerais bien quand même qu'on parle comment est-ce possible qu'un peuple aussi martyrisé que la Palestine, que tu sais que c'est quand même beaucoup de civils, comment on peut en arriver que autant, après autant d'années et après autant d'armes, de déferlements, de violence, etc., ils sont toujours là.
Tu le mets sur quoi? Moi, j'ai mon opinion. Tu utilises quoi? Quelle est la qualité? Quelle est leur force de pouvoir être toujours encore à l'heure actuelle vivant malgré le déferlement de violence, de l'envie de les sortir de là, l'élimination enfin l'extermination qu'on fait avec eux. C'est quoi? À mon avis, si tu veux, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect que je privilégie, qui est véritablement l'aspect, cette espèce de folie des Israéliens sionistes, de rêve de grand Israël. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une civilisation qui aurait existé. On voit tout ça, c'est faux, puisque les ruines dans cette région n'ont rien à voir avec une civilisation juive qui aurait existé. Il n'y a aucune trace de réalisation, de magnifiques monuments. Il n'y a pas de trace de ça. C'est-à-dire, ça n'existe pas. En ce moment, il y a la destruction des monuments à tir. C'est-à-dire que les Israéliens font exactement comme les talibans avaient fait avec des Bouddhas ou autres. Ils détruisent. D'accord? Il y a des ressources de gaz qui sont importantes. Il y a une valeur immobilière qui est importante. Mais c'est également une étape indispensable de faire un nettoyage ethnique, et s'il faut un génocide, pour passer à la suite. C'est-à-dire que c'est exactement ce que l'OTAN a fait avec la Russie. Ils ont commencé contre les accords à mettre la Pologne dans leur escarcelle, la Roumanie, le machin. Ils n'ont jamais rien respecté. Et donc, ils racontent qu'en fait, la Russie a des désirs d'expansionnisme, mais seule l'OTAN l'a eu. Oui, tout à fait. Israël raconte que ses voisins veulent le détruire, mais il n'y a qu'eux qui veulent détruire les voisins, en réalité. Parce que, sincèrement, les Palestiniens, moi je me rappelle à l'époque où il y avait beaucoup de journalistes qui pouvaient faire autre chose qu'uniquement des reportages pour montrer des corps et le barbarisme, parce que maintenant, ils n'ont même plus le temps de rencontrer des gens et de poser des questions. Il y en a très peu de journalistes, donc ils essayent juste de documenter les exactions d'Israël, mais à l'époque, ils pouvaient interroger les enfants après quelques semaines de guerre, et invariablement, c'était leur rêve. C'était pas de venger leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, c'était de dormir, c'était de faire les études dont rêvait leur père. C'était Mais si tu veux, ils n'étaient pas là à rêver d'être des terroristes ou des soldats, ou appelle ça comme tu veux. C'est des êtres humains. Une idéologie, mais c'est une idéologie qui les maintient en vie. Pour toi, c'est quoi qui les maintient en vie? Oui, mais ils sont maintenus en vie parce qu'ils servent. C'est Netanyahou, il répétait à longueur d'envie que tous ceux qui voulaient que le Hamas disparaisse n'étaient que des cons, parce que grâce au Hamas, Israël recevait des milliards d'armements, passait pour un pays victime, pouvait les bombarder. D'accord. Donc il faut... Le Hezbollah, au début, les missiles que le Hezbollah envoyait, et encore aujourd'hui, ils font très peu de victimes, ils en font, mais ça permet à Israël de justifier des milliers de victimes en face. Donc, ils sont contents de prendre quelques missiles parce que ça justifie qu'ils soient toujours pires. Quand j'appelle ça des connards marchands du temple, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, sont fiers que des gens du Hamas aient tué des soldats israéliens ou autres. Mais comme si c'était une partie de baby-foot. Et je leur dis, mais vous êtes vraiment des cons. D'abord, c'est horrible d'être fier que quelqu'un tue quelqu'un. Donc moi, je ne suis jamais heureux quand quelqu'un est tué, que ce soit un chef du Hamas, du Hezbollah ou un soldat israélien. Je ne suis pas heureux. Pour moi, c'est l'horreur. Et surtout, sans vanter, être super fier, en disant, regardez, le Hamas se défend bien, ils ont tué. Mais ils font le jeu d'Israël. Exactement, ils augmentent la violence ou la pensée contre eux. Exactement. On leur donne raison. Et c'est pour ça que je suis très admiratif de l'attitude de la Russie et de la Chine. C'est qu'ils ne rentrent pas dans ce jeu de l'exaspération. Ils ont été incités à rentrer là-dedans de plein de manières.
Et ils ont refusé. Même à l'époque de la guerre en Syrie, depuis la base de l'OTAN à Incirlik, ils avaient envoyé un avion qui avait descendu un avion russe. Eh bien, les Russes ne s'étaient pas démontés. Ils avaient continué à parler de façon paisible avec la Turquie, en disant « Ok, c'est dur, c'est vraiment une mauvaise chose, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On ne peut pas rentrer là-dedans. » Et ils avaient refusé tu vois, cette folie. Cette montée de violence, oui, de manière, oui, comme un ping-pong. Je t'envoie la balle, tu me renvoies la balle, je renvoie la balle, et puis il y a une montée de violence qui, à un moment donné, où on pourrait monter jusqu'à des armes, des missiles nucléaires, etc. Ici, c'est pas, ils auraient pu, ils ont eu toutes les raisons de pouvoir le faire, puisque on les a titillés tant bien que mal et ils n'ont pas réagi. Exactement. Non. Moi, ce que je suis admiratif, tu vois, c'est le côté de la Palestine où je te dis, ils sont avec, mais ils survivent malgré le peu de matériel en fait qu'ils ont, malgré le peu de, oui, ils n'ont rien et malgré tout ils continuent. On les voit toujours en train de tenir debout. Et après autant d'années, ben, je me dis que c'est juste une image qui, pour moi, est exemplaire parce que nous ne sommes pas très nombreux non plus au niveau de la résistance. Et que, est-ce que c'est la foi qui motive? Tu vois, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que tu penses que c'est leur foi qui les motive? Est-ce que c'est une idéologie de tenir le coup parce que ça nous appartient, c'est à nous, on n'a pas à partir? C'est plutôt cette idée-là? C'est, je sais pas. C'est l'idée, c'est que ils sont là depuis toujours. Voilà, ça ne pas se mettre à Ils aiment cette terre. Ils n'ont jamais été ailleurs. Voilà. Si tu veux, c'est pas un peuple nomade. C'est pas des gens qui sont allés à la conquête du monde entier, les Palestiniens. Si tu veux, les gens de religion juive, ils sont partis partout dans le monde. Tu trouves, parce que c'est une religion, tu en trouves beaucoup aux États-Unis, beaucoup en France, en Amérique du Sud, partout dans le monde. En Russie, évidemment, même en Iran. En Iran, tu as un pourcentage de la population, je ne sais pas le chiffre exact, de personnes de religion juive. C'est ça. Donc, ça existe. Tu n'as pas de problème. Mais les Palestiniens, ils n'ont pas fait de prosélytisme à aller dans le monde entier. Non. C'est pas leur nature. Donc, quand il a été donné le pays d'Israël pour le peuple juif, c'est l'État juif, eh bien, ça a été au détriment des autochtones de cet endroit-là. Exactement. Mais sauf que ce qui a été fait, c'est que ça a nié l'existence. Les gens disent « Ah, mais ils étaient là avant, après, ceci, cela, etc. etc. » Et donc, s'il y avait les Anglais d'abord et les Turcs. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que les Anglais et les Turcs, ils contrôlaient cette région du monde, dont les habitants, c'était les Palestiniens. Donc les Palestiniens, c'était toujours les habitants d'une région du monde qui était contrôlée par d'autres pays. C'est-à-dire que quand c'était à l'intérieur de l'Empire ottoman, les Ottomans, ils n'ont pas tué tous les Palestiniens pour les remplacer par des Turcs. Ils n'ont jamais fait ça. C'est ça. Et donc, tu as cette confusion sur l'histoire de qui domine cette terre de Palestine depuis la nuit des temps et qui y vit. Et qui vit sur cette terre depuis la nuit des temps? Les Palestiniens. C'est comme ça. Mais parmi les Palestiniens, il y en avait qui ont accepté la religion chrétienne, la religion juive, la religion musulmane, la religion orthodoxe, copte, ce que tu veux. Mais c'est vraiment de la colonisation, en fait. Hein. Ça me fait penser les Amérindiens, et c'est la première fois, quand les Romains contrôlaient cette région, les Romains, ils avaient leur armée, mais ils n'ont pas essayé de transformer les gens en Romains.
non. Nous, on essaie de faire exactement ça en Nouvelle-Calédonie, et en Nouvelle-Calédonie, ils nous disent non. Et ils nous disent non, on était là avant vous. On est là depuis la nuit des temps. Et vous arrivez, et sous prétexte que vous installez là, ça devient chez vous. Mais Ouais, c'est oui, pas c'est ça. chez vous. Et ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. Sauf que personne ne veut le comprendre. Parce que, et comme les gens ne comprennent pas pourquoi tu vois, ils ont même inventé le nom Caldoche pour créer, comme s'il y avait une autre race. C'est des nouveaux Calédoniens depuis 2-3 générations. Mais c'est ridicule. Ben oui, c'est des autochtones, oui, tout à fait. Il y avait des autochtones et on essaie de créer des nouveaux autochtones pour s'approprier C'est ça. complètement un endroit. Trouver Mais trouver qui une nous excuse appartient pour pas. pouvoir On n'a pas exactement. les mêmes coutumes, on n'a pas le même rythme de vie. Ils étaient très heureux sans nous et ils Oui, seraient très heureux sans nous. Ils n'avaient pas besoin de nous. non, non, Et comme on non. leur impose beaucoup plus de mal que de bien, bah t'imagines, tu leur demandes de voter entre Macron et Le Pen. Mais t'imagines, en Nouvelle-Calédonie, c'est quoi voter quand tu es kanak entre Macron et Le Pen? Mais c'est, enfin, tu vois, c'est surréaliste. Oui, tout à fait, je comprends ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Ils ont leur mode de vie, ils sont tranquilles, qu'on leur foute la paix, quoi, en fait, au final. Ils embêtaient personne. Ils n'ont jamais essayé de déborder sur une limite. Ils sont Et restés donc, les personnes me disent, en ah, bon mais personne. Bertrand, t'es fou, c'est la puissance de la France, le rayonnement de la France, c'est notre. Mais le rayonnement de la Russie, il est lié à la diplomatie russe. Il est lié. Pourquoi aujourd'hui les Russes, ils réussissent très bien avec les BRICS à attirer de nouveaux pays vers eux, à organiser des choses intéressantes, etc. C'est parce qu'ils ont cette idée de rayonnement. C'est ça. Une certaine splendeur par rapport à ce qu'on voit. Il y a ce côté, les valeurs qui doivent être Exactement, qui doivent rester, l'idéologie familiale, les valeurs de base. Et ce qu'on a exactement. perdu, la France a perdu sa splendeur et on ne peut plus dire que c'est une, enfin voilà, je veux dire, c'est plus, il manque de la culture, il manque, oui, oui, le panache qui manque dans la Exactement. France à l'heure Et, actuelle. et, et, euh, et c'est véritablement triste en fait, parce Mmh, que les personnes ne comprennent pas ça. mmh. Ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas de double standard acceptable. C'est-à-dire, si euh, tu acceptes ça pour quelqu'un, tu dois l'accepter pour tout le monde, sinon c'est choquant. Il n'y a Exactement, pas de double langage. tout à fait. C'est-à-dire même vis-à-vis, souvent les gens, ils ne parlent pas aux enfants comme ils parleraient avec des adultes. Mmh. Ça, c'est normal. Hein. Mais mentir aux enfants parce que la vérité serait trop dure, c'est pas normal. Hein. Mmh. Et donc, le double langage au sens mensonge, qui est la norme en politique, la norme dans les grandes entreprises, etc. Parce que parfois, j'ai des débats avec d'autres amis sur la gestion des grands groupes et les salaires complètement fous des grands patrons. Et puis ils me disent, mais c'est comme les stars sportives, c'est le marché, l'offre et la demande. Mais pas du tout. C'est pas l'offre et la demande. Ces gens-là, ils sont pas meilleurs que d'autres pour être patrons. Ils sont juste plus cruels, plus cyniques. Mmh. Ils savent que pour avoir un très gros salaire, Il faut ils ont écraser. intérêt à dépecer la boîte, ils ont Exactement. intérêt à délocaliser. Si ça tue leur propre pays, ça ne leur pose aucun problème. Pas de pitié, Ils sont apatrides de toute façon. c'est Ils ça. passent leur vie sur des îles aux quatre coins du monde, et donc le reste. La culture, ils s'en moquent et les bases et les bases de toute une civilisation, ils s'en moquent effectivement parce que c'est de l'argent vite fait. C'est Madame, toujours possédé tout de suite. je vais devoir. Oui. Ah bah écoute, un tout grand merci pour cet échange. On, Merci beaucoup. on À remettra refaire. ça une prochaine fois, oui. Et puis de Euh, toute façon, on doit se revoir bientôt. oui, bah oui, avec plaisir. À bientôt. Au revoir et merci, merci beaucoup Bertrand. Bah voilà, donc on termine ensemble sur cette belle note.